Les mots de l'avocat ont frappé comme un coup de poing. À ma chère épouse, Mirabelle Lucas, je lègue ma Mustang de 1967, actuellement remisée dans le garage. Le rire de Victoria éclata aussitôt, strident et cruel, résonnant dans le bureau aux boiseries d'acajou. Oh, c'est le comble. La victime de la charité a droit à la voiture de la charité. Sa voix portait ce ton particulier qu'elle réservait aux personnes qu'elle jugeait indignes d'elle. Richard a toujours eu un humour tordu. Mirabelle, figée dans son fauteuil en cuir, fixait le document qui venait de réduire à néant tout ce que son mariage avait toujours représenté à ses yeux. Autour d'elle, la famille Lucas se tordait de rire, tandis qu'elle héritait d'une voiture hors d'usage et qu'eux repartaient avec des manoirs, des entreprises et des millions. Vous savez, certains pensent que la justice n'est qu'un concept qu'on se raconte pour mieux dormir. D'autres croient que le karma tient des registres infaillibles et réclament toujours ce qu'il a à faire. Je suis là pour vous dire que parfois, l'univers a un sens du timing si parfait qu'il ressemble à une intervention divine. Comment allez-vous aujourd'hui, où que vous soyez? J'espère que vous êtes prêts pour une histoire qui vous redonnera foi en la justice, car la suite prouve que la cruauté finit toujours par se venger. Que le soleil brille ou que l'orage gronde à votre fenêtre, rien n'est comparable à la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur la famille Lucas. Je m'appelle Mirabelle Lucas, mais après cette journée chez l'avocat, je me suis demandé si j'avais vraiment le droit de porter ce nom. Voici comment je suis passée de veuve éplorée, serrant contre moi les clés de ce que tous considéraient comme une épave rouillée, à la femme qui allait dépouiller la famille Lucas de tout ce qu'elle croyait posséder. Imaginez, Victoria Lucas, qui m'avait traitée pendant 2 ans comme une intruse dans la vie de son frère, découvrant que la femme noire qu'elle avait raillée en la traitant de « cas social » contrôlait désormais chaque dollar, chaque propriété, chaque entreprise portant leur précieux nom de famille. Mais avant de vous raconter ce magnifique moment de justice, je vous invite à cliquer sur « J'aime » si vous pensez que les personnes bienveillantes ne devraient pas avoir à subir la cruauté en silence. Abonnez-vous si vous aimez les histoires où les plus faibles triomphent. Partagez cette vidéo si vous vous êtes déjà senti, exclu, d'un endroit. Croyez-moi, vous voudrez vous souvenir de chaque détail de la suite. Permettez-moi de commencer par le début, lorsque je croyais encore que l'amour pouvait me protéger des gens qui avaient déjà décidé que je ne serais jamais assez bien pour leur monde. J'avais 28 ans quand j'ai épousé Richard Lucas, et je croyais alors aux contes de fées. Je croyais que lorsqu'on vous aimait, sa famille finirait par vous aimer aussi. Je croyais que la gentillesse et la patience pouvaient conquérir même les cœurs les plus endurcis. Je croyais qu'être une bonne épouse et une bonne personne suffirait à gagner l'acceptation des personnes importantes pour mon mari. Je croyais que la promesse de Richard de toujours me protéger avait du sens, même si sa famille avait clairement fait comprendre que je n'aurais jamais vraiment ma place. Pendant 2 ans, j'ai tout essayé pour les séduire. J'assistais à leur gala de charité où je souriais en écoutant des conversations qui me donnaient l'impression d'être une pièce de musée. J'entendais Victoria dire à quel point je m'exprimais bien, comme si mon intelligence la surprenait. J'ai subi les questions de la mère de Richard, me demandant si je comprenais les responsabilités liées à mon mariage avec eux. J'ai vu des associés peiner à dissimuler leur choc lorsque Richard m'a présentée comme son épouse. Mais Richard avait été mon refuge tout au long de cette épreuve. Quand Victoria lançait ses remarques blessantes, il me serrait la main et changeait de sujet. Quand sa mère commençait ses questions sur mes origines, il recentrait la conversation. Quand je me sentais submergée par leur monde d'argent ancien et de préjugés d'un autre temps, il me rappelait que nous construisions ensemble quelque chose de beau, quelque chose qui nous appartenait à nous seuls. Il m'a promis que leur opinion changerait en voyant à quel point nous étions heureux. Il a juré que leur cruauté n'avait aucune importance car nous étions ensemble. Il m'a dit que l'amour était plus fort que leurs préjugés, que le temps guérirait les blessures, qu'un jour il me verrait comme lui. J'ai cru chaque mot parce que je l'aimais et parce que je voulais tellement que ce soit vrai. Ironie du sort, je croyais vraiment que ça fonctionnait. Dans les mois qui ont précédé la crise cardiaque de Richard, Victoria m'avait paru presque aimable. Sa mère avait cessé de me poser des questions indiscrètes sur mes intentions. La famille avait commencé à m'inclure dans les conversations sur les affaires et les événements mondains. Je pensais être enfin acceptée, enfin intégrée à la famille que j'avais tant peiné à rejoindre. J'ignorais totalement qu'ils attendaient le moment idéal pour me montrer exactement où j'en étais réellement. Lorsque Richard s'est effondré dans son bureau ce mardi matin-là, mon monde s'est écroulé d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pu me préparer. L'homme qui avait promis de me protéger de la cruauté de sa famille avait disparu, me laissant seule avec des gens qui ne m'avaient jamais considérée autrement que comme une erreur passagère. Le chagrin était accablant, mais l'isolement était pire encore. Soudain,
celle qui avait été l'épouse de Richard Lucas pendant 2 ans, était traitée comme une étrangère, mêlée par hasard à la tragédie d'autrui. Victoria prit en charge l'organisation des obsèques, ignorant mes suggestions avec une froide efficacité. Sa mère s'occupa de la nécrologie et parvint, on ne sait comment, à évoquer la « famille aimante » de Richard sans jamais mentionner mon nom. Mais le véritable désastre survint 3 semaines plus tard, dans le cabinet de cet avocat, lorsque je découvris finalement la valeur réelle de l'amour de Richard. Je m'attendais à hériter de notre maison, peut-être d'une partie de ses parts dans ses entreprises, de quoi maintenir un semblant de vie comme celle que nous avions construite ensemble. Au lieu de cela, j'ai assisté, horrifié, à la distribution de la fortune de Richard par l'avocat, qu'il a répartie entre tous, sauf moi. Victoria a hérité du manoir familial et de la maison des Hantons. Sa mère a reçu le portefeuille d'actions et la collection d'art. Ses associés ont obtenu des parts majoritaires dans ces sociétés. Cousins et parents éloignés ont reçu de généreux legs. Et puis, finalement, on a appelé mon nom. À ma chère épouse, Mirabelle Lucas, je lègue ma Mustang de 1967, actuellement remisée dans le garage de la propriété familiale. Le silence s'étira à l'infini. Je fixai l'avocat, persuadé d'avoir mal entendu. Une voiture en panne? Après 2 ans de mariage, après toutes les promesses de Richard concernant notre avenir, il m'avait laissé une voiture qui ne fonctionnait même pas? C'est alors que le rire de Victoria commença, bas et cruel, se muant en un rire qui ressemblait à une véritable joie. « Oh, c'est parfait !» alta-t-elle. « La profiteuse aura exactement ce qu'elle mérite. Un tas de ferraille bon pour la casse. » L'avocat semblait mal à l'aise, mais il continua de lire les détails. La voiture était hors d'usage. Il fallait la retirer de la succession dans les 30 jours. Aucun fonds n'était prévu pour sa réparation ni son transport. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit Victoria d'une voix faussement compatissante. « Je suis sûre que tu pourras en tirer quelques centaines de dollars pour la ferraille. Considère ça comme le dernier commentaire de Richard sur ta contribution à cette famille. » La mère de Richard s'est jointe à la conversation, feignant une tristesse théâtrale. J'imagine qu'il se sentait obligé de lui laisser quelque chose. Mais je ne comprends pas ce qu'on peut bien faire d'une voiture en panne. Son cousin a ajouté, feignant l'inquiétude, elle pourrait peut-être y vivre. Le marché locatif est assez cher en ce moment. Assise là, noyée sous leur rire, je me sentais de plus en plus insignifiante et inutile à chaque mot cruel. C'est ainsi qu'il me voyait vraiment. C'est ce qu'ils pensaient que je méritais. Après 2 ans à essayer de prouver que j'avais ma place dans leur monde, ils ne me considéraient toujours que comme une pauvre ère qui avait reçu les miettes de la charité. Le pire, c'était le doute qui s'insinuait. Richard me voyait-il de la même façon? Notre mariage n'était-il qu'une vaste farce? L'homme que j'aimais avait-il orchestré cette humiliation depuis l'au-delà? J'ai quitté ce bureau sans rien d'autre que les clés d'une voiture en panne et le son de leur rire résonnant encore dans ma tête. J'avais l'impression de me noyer dans la honte et le chagrin, et face à l'horrible constatation que je n'avais peut-être jamais compté pour aucun d'eux. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, Richard Lucas jouait un jeu si complexe que même la mort ne pouvait l'empêcher de se dérouler. Et la famille qui venait de me détruire par sa cruauté allait apprendre que parfois, la personne qu'on sous-estime le plus est celle qui détient tous les atouts en main. Cette Mustang rouillée qui croulait dans leur garage n'était pas qu'une simple voiture. C'était un coffre-fort renfermant des secrets qui allaient bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur Richard, sur sa fortune et sur moi. Il me fallait juste avoir le courage de tourner la clé. 3 ans auparavant, Mirabelle travaillait comme coordinatrice de projet dans une association qui aidait les communautés défavorisées à accéder à des programmes d'éducation financière. Elle était compétente, passionnée par son travail et désireuse d'avoir un impact positif, et totalement loin de se douter que Richard Lucas entrerait dans son petit bureau avec un chèque qui allait tout changer. Il effectuait des recherches sur les organisations caritatives pour le programme de dons annuels de son entreprise, et quelque chose dans sa présentation avait attiré son attention. Alors que d'autres organisations à but non lucratif avaient envoyé des dirigeants impeccables avec des discours préparés à l'avance, Mirabelle lui avait simplement dit la vérité sur ce qu'ils essayaient d'accomplir et pourquoi c'était important. « Ce travail vous tient vraiment à cœur », avait-il dit après sa présentation, et quelque chose dans sa voix l'avait incité à lever les yeux des papiers qu'elle était en train de ranger. « Bien sûr que je m'en soucie », avait-elle répondu. « Ce sont de vraies personnes avec de vrais problèmes. L'éducation financière ne se limite pas à la gestion budgétaire. Il s'agit de donner aux gens les outils nécessaires pour assurer la stabilité de leur famille. » Richard avait alors souri, d'un sourire sincère qui avait transformé tout son visage.
La plupart des gens à votre place m'auraient passé 20 minutes à me parler d'avantages fiscaux et de partenariats d'entreprise. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Non, avait-il dit doucement. Certainement pas. C'est ainsi que tout a commencé. Richard s'est mis à faire du bénévolat lors de leurs ateliers du week-end, enseignant les principes de base du commerce à des mères célibataires et à de jeunes adultes sortant du système de placement familial. Mirabel avait été surprise de la facilité avec laquelle il établissait des liens avec des personnes vivant dans des conditions si différentes des siennes. Il écoutait sans jugement, partageait ses connaissances sans condescendance et semblait sincèrement apprécier son travail. C'est lors de ces samedis matins passés dans les centres communautaires que Mirabel commença à voir au-delà des costumes coûteux et de la réputation des grandes entreprises. Richard avait un humour discret qui l'a pris au dépourvu. Il se souciait des choses importantes. Il s'intéressait à sa vie, à ses objectifs, à sa famille, et il écoutait vraiment ses réponses. Lorsqu'il l'a finalement invitée à prendre un café après un atelier particulièrement réussi, elle a hésité. Non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elle pressentait déjà les complications qu'entraînerait une relation avec quelqu'un de son milieu. « Je ne suis pas vraiment le genre de femme que les hommes comme toi fréquentent habituellement, » avait-elle dit honnêtement. « Quel type de femme les hommes comme moi fréquentent-ils généralement » avait-il demandé, sincèrement curieux. Les femmes qui ont fréquenté les bonnes écoles, grandi dans les bons quartiers, qui ont des fonds de placement et des relations sociales, et qui savent quelle fourchette utiliser lors de dîners chics. Richard était resté silencieux un long moment. Est-ce que ça changerait quelque chose si je vous disais que tout ça m'est complètement égal? Ce serait utile si c'était vrai. C'est vrai, avait-il affirmé avec conviction. Les femmes que j'ai fréquentées et qui possédaient toutes ces qualités que tu as mentionnées, elles étaient ennuyeuses. Elles disaient ce qu'elles pensaient que je voulais entendre. Elles se souciaient plus d'être vues avec moi que de me connaître réellement. Tu me estimules. Tu me fais réfléchir. Tu me donnes envie de m'améliorer. Cette honnêteté avait été sa perte. Cet après-midi-là, autour d'un café, Richard lui avait raconté son enfance dans une famille où l'apparence primait sur le fond, où la réussite professionnelle était le seul critère de valeur, et où il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte avec le sentiment de jouer un rôle qui ne lui correspondait pas. « J'ai réussi selon leurs critères », avait-il déclaré. Mais je n'ai jamais eu l'impression de faire quoi que ce soit d'important avant de commencer à travailler avec votre organisation. Mirabel s'était surprise à partager des choses dont elle parlait rarement. Son enfance dans une famille ouvrière où l'éducation primait surtout. Les 3 emplois de sa mère pour financer ses études. Sa détermination à utiliser son diplôme pour aider les personnes qui lui rappelaient sa propre famille. Sa peur de ne jamais être à la hauteur pour quelqu'un issu d'un milieu privilégié. « Tu es déjà plus que suffisante », avait dit Richard doucement. « La question est de savoir si je serai un jour suffisante pour toi. » C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à tomber amoureuse de lui. Non pas à cause de sa richesse ou de son statut, mais parce qu'il la voyait clairement et qu'il appréciait ce qu'il voyait. Leur relation s'était développée lentement, avec précaution. Richard semblait déterminé à prouver son sérieux, à prouver qu'il était sérieux avec elle, avec eux, et à construire quelque chose de réel ensemble. Il s'intéressait à son univers avec la même curiosité qu'il mettait à tout le reste. Il rencontrait ses amis, allait à l'église, passait le dîner du dimanche avec ses parents dans leur modeste maison. Sa mère avait d'abord été sceptique. « Les hommes comme ça n'épousent pas des femmes comme nous, ma chérie », l'avait-elle prévenu doucement. « Ils s'amusent avec nous, puis retournent auprès des leurs. » Mais Richard avait su la conquérir petit à petit, non par des cadeaux onéreux ou des gestes grandioses, mais par sa constance. Il était toujours ponctuel. Il se souvenait de détails sur la vie de sa famille. Il avait aidé son père à réparer la terrasse sans qu'on le lui demande. Il traitait ses parents avec le même respect qu'il aurait témoigné à n'importe qui d'autre, sans jamais les rabaisser ni les faire se sentir inférieurs. Il n'est pas comme je l'imaginais, avait fini par admettre sa mère. Il te voit comme nous te voyons. Comme si tu étais quelque chose de précieux. Cela avait été d'une importance capitale pour Mirabel, car cela confirmait ce qu'elle commençait elle-même à croire. Richard l'aimait non pas malgré qui elle était, mais pour ce qu'elle était. Il ne cherchait pas à la changer ni à la modeler pour qu'elle corresponde mieux à son monde. Il cherchait simplement à trouver un moyen de concilier leurs 2 univers d'une manière qui respecte chacun d'eux. La première fois qu'il l'emmena à une réunion de famille, Mirabel fut terrifiée. Le gala de charité annuel des Lucas se tenait dans leur propriété, un immense manoir qui aurait pu abriter tout son quartier d'enfance. Elle avait passé des semaines à se demander ce qu'elle allait porter,
finissant par opter pour une simple robe noire que Richard lui avait assuré être parfaite. « Sois toi-même », avait-il dit dans la voiture. « Ils vont t'adorer. » Mais dès qu'ils franchirent ces imposantes portes d'entrée, Mirabel sut que ce ne serait pas le cas. Les regards qu'elle reçut n'étaient pas hostiles à proprement parler, mais ils étaient scrutateurs, d'une manière qui lui donnait la chair de poule. Elle se sentait comme un spécimen examiné au microscope. Victoria avait été polie mais froide lors de leur présentation. « Alors c'est vous dont on a entendu parler », avait-elle dit avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Richard nous a tellement parlé de votre travail. » La pause avant le travail était délibérée, conçue pour donner à Mirabel l'impression que sa carrière était en quelque sorte désuète ou insignifiante comparée aux empires commerciaux et aux fortunérités qui les entouraient. La mère de Richard avait été plus subtile, mais tout aussi méprisante. « Comme c'est intéressant que vous vous soyez rencontrés grâce à une œuvre de charité », avait-elle dit. Richard a toujours eu un cœur si tendre pour les bonnes causes. Encore cette pause. Cette idée sous-jacente que Mirabel elle-même était une personne sous-traitée par Richard. Mais Richard était resté à ses côtés toute la soirée, la présentant aux gens avec une fierté sincère dans la voix. Lorsqu'on avait fait une remarque sur son physique exotique, il l'avait immédiatement interrompu. Lorsqu'un associé avait supposé qu'elle était l'assistante de quelqu'un, Richard l'avait fermement corrigée. Lorsque Victoria avait lancé une remarque cinglante sur les personnes qui faisaient de beaux mariages, Richard avait pris la main de Mirabel et changé de sujet. « Ils ont juste besoin de temps pour apprendre à te connaître », avait-il dit sur le chemin du retour. « Une fois qu'ils verront à quel point tu me rends heureux, ils changeront d'avis. » Mirabel avait voulu le croire, mais elle avait perçu ce soir-là dans le regard de Victoria quelque chose qui ressemblait moins à de la protection qu'à du calcul. Des chuchotements avaient fusé, interrompus dès qu'elle s'était approchée. Des regards échangés entre les membres de la famille, qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, l'avaient profondément perturbée. Pourtant, la confiance de Richard était contagieuse. Lorsqu'il fit sa demande en mariage 6 mois plus tard, il le fit simplement, en privé, dans le centre communautaire où ils avaient vraiment discuté pour la première fois. « Je ne veux pas changer ta vie », avait-il dit en s'agenouillant entre des chaises pliantes et des affiches de motivation. « Je veux construire une vie avec toi. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que je peux t'aimer et être aimé de toi. Je veux prouver que 2 personnes issues de mondes différents peuvent créer ensemble quelque chose de beau. » La bague était magnifique sans être ostentatoire, choisie manifestement en fonction de ses goûts et non des attentes de sa famille. Lorsqu'elle avait dit oui, il l'avait fait tournoyer dans cette petite pièce comme s'il dansait dans une salle de bal. « Tu es sûr de ça ?» avait-elle demandé lorsqu'il l'avait posée. « Ta famille. »« Ma famille s'adaptera », avait-il dit fermement. « Tu vas être ma femme. Cela fait de toi aussi de la famille, qu'il le veuille ou non. » Mais alors même qu'ils préparaient leur mariage, Mirabel avait remarqué des signes inquiétants. Victoria avait insisté pour que la fête de fiançailles ait lieu au domaine familial, puis avait invité des personnes qui avaient fait des remarques acerbes sur le choix surprenant de Richard. Sa mère avait suggéré d'engager une organisatrice de mariage spécialisée dans les unions mixtes, comme si leurs origines différentes exigeaient une expertise particulière. Le mariage en lui-même avait été magnifique, mais tendu. La famille et les amis de Mirabel étaient nettement moins nombreux que ceux de Lucas, et l'ambiance avait été tendue toute la soirée. Elle avait entendu Victoria dire à quelqu'un que Richard traversait une phase et que ce genre de choses finissait généralement par s'arranger avec le temps. Mais Richard avait été son pilier tout au long de cette épreuve. Lors de leur première danse, il lui avait murmuré des mots rassurants à l'oreille. « Rien de tout cela n'a d'importance », avait-il dit. « La seule chose qui compte, c'est nous. » Pendant la première année de leur mariage, Mirabel avait essayé de croire que c'était vrai. Richard s'était montré aimant, attentionné et protecteur. Lorsque Victoria tenait des propos blessants, il la remettait à sa place. Lorsque sa mère posait des questions déplacées, il les coupait court. Lorsque des associés traitaient Mirabel comme une étrangère, Richard lui faisait clairement comprendre que manquer de respect à sa femme lui coûterait son entreprise. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Richard passait de plus en plus de temps au bureau, prétextant que le développement de l'entreprise exigeait toute son attention. Les réunions de famille se sont multipliées, et Mirabel a remarqué que les conversations importantes semblaient toujours avoir lieu en son absence. Richard recevait des appels qu'il prenait en privé, des conversations qui le laissaient distrait et distant. « Tout va bien ?» avait-elle demandé après un dîner de famille particulièrement tendu, où elle s'était sentie complètement exclue de toute conversation importante. « Tout va bien », l'avait rassuré Richard.
Juste des affaires professionnelles. Des histoires de famille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Mirabel avait tout de même commencé à s'inquiéter, car Richard, qui avait toujours tout partagé avec elle, lui cachait soudain des choses. L'homme qui lui avait promis qu'elle serait toujours sa priorité passait de plus en plus de temps à s'occuper de ses obligations familiales, des obligations qui, d'une manière ou d'une autre, ne la concernaient jamais. La veille de son infarctus, il s'était disputé pour la première fois depuis des mois. Mirabel l'avait confronté à propos de son sentiment d'exclusion, de la façon dont sa famille la traitait et de son impression grandissante de devenir invisible au sein même de son mariage. « J'ai l'impression que je te perds », avait-elle dit. « Comme si tu les choisissais eux plutôt que moi, même si tu avais promis le contraire. »« Ce n'est pas ce qui se passe », avait répondu Richard, mais sa voix trahissait sa lassitude et son découragement. « C'est compliqué, Mirabel. Il y a des choses concernant ma famille, concernant l'entreprise, que vous ne comprenez pas. Alors expliquez-les-moi. Aidez-moi à comprendre. Nous sommes censés être partenaires. » Richard la regarda longuement, et elle avait perçu dans son regard une expression qui ressemblait presque à de la culpabilité. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en suspens, » avait-il fini par dire. « Fais-moi confiance, d'accord ? Fais-moi confiance. » Ce furent presque ses dernières paroles. Le lendemain matin, il l'embrassa pour lui dire au revoir, lui avoua son amour et lui promit qu'il discuterait davantage à son retour du travail. Il n'est jamais rentré chez lui. Debout dans le bureau de cet avocat, entendant le rire cruel de Victoria, Mirabel comprit que la dernière requête de Richard concernant son héritage avait été la pire des trahisons. Il savait ce que contenait ce testament. Il savait comment sa famille réagirait. Il savait qu'il ne lui resterait que leur moquerie et une voiture hors d'usage. Mais tandis qu'elle serrait ses clés contre elle, écrasée par le poids de leur mépris, Mirabel ignorait que ce dernier acte de trahison apparente de Richard était en réalité son plus beau cadeau. Il lui suffisait d'avoir le courage de découvrir ce qu'il lui avait vraiment laissé. Les 30 jours que j'ai eus pour sortir cette voiture du domaine Lucas m'ont paru être un compte à rebours avant l'humiliation finale. Chaque matin, je me réveillais en pensant à ces clés posées sur le comptoir de ma cuisine, et chaque soir, je m'endormais en sachant que j'étais un jour plus près de devoir les affronter à nouveau. J'avais quitté la maison que Richard et moi partagions une semaine après la lecture du testament. Techniquement, elle lui appartenait avant notre mariage, ce qui signifiait qu'elle faisait désormais partie de sa succession, et donc de celle de Victoria. Elle avait eu la gentillesse de me laisser 2 semaines pour emballer mes affaires, par l'intermédiaire de son avocat bien sûr, car me parler directement était apparemment indigne de sa part. Emballer 2 ans de mariage dans des cartons avait été une véritable torture. Chaque photo, chaque cadeau, chaque petit morceau de notre vie commune devait être trié entre ce que je pouvais garder et ce qui appartenait à la maison. Les meubles coûteux que Richard avait achetés, les œuvres d'art que nous avions choisies ensemble, même la vaisselle reçue en cadeau de mariage, tout est resté là-bas car rien de tout cela ne m'avait jamais vraiment appartenu. J'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit devant lequel Richard et moi serions passés sans même y prêter attention. Une chambre, des murs fins, une vue sur le parking au lieu du jardin que Richard aimait tant. C'était ce que je pouvais me permettre avec mon salaire d'associative, que j'avais repris immédiatement car j'avais besoin de cet argent et de quelque chose, n'importe quoi, qui me soit familier. Mes collègues étaient gentils mais distants, comme on l'est face à une tragédie trop bouleversante pour être vécue sereinement. Ils savaient que Richard était mort, mais ils ignoraient tout du testament, de la voiture, et de la façon dont sa famille m'avait dépouillé de tout ce que je croyais avoir construit avec lui. Je n'arrivais pas à m'y résoudre, car le dire à voix haute le rendrait trop réel. Mais à mesure que l'échéance approchait, je savais que je ne pouvais plus l'éviter. Je devais aller chercher cette voiture, affronter la nouvelle humiliation que Victoria m'avait réservée, et clore ce dernier chapitre de mon mariage devant des gens qui n'avaient jamais voulu de moi dans leur histoire. La veille du jour où je devais récupérer la voiture, ma mère a appelé. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle, et quelque chose dans sa voix me fit comprendre qu'elle savait que je tenais à peine le coup. « Je vais bien, maman. » Ai-je menti, car j'avais menti à tout le monde sur mon état, y compris à moi-même. « Tu es mange ?» Tu avais l'air maigre la dernière fois qu'on a parlé. J'ai mangé. Encore un mensonge. La nourriture n'avait aucun goût, et la plupart du temps, j'oubliais complètement les repas. Et vous prenez soin de vous ? Vous vous reposez un peu ? Oui, maman. Le plus gros mensonge de tous. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit depuis la mort de Richard, et les quelques heures que j'avais réussi à dormir étaient hantées par des rêves où il était vivant et ne comprenait pas pourquoi j'étais si en colère contre lui. Mirabel,
dit doucement ma mère, et je savais qu'elle allait dire quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ton papa et moi avons discuté, et nous pensons que tu devrais peut-être rentrer à la maison quelque temps. Juste le temps que tu te remettes sur pied. L'offre était tentante, mais aussi effrayante. Je pouvais retourner dans ma chambre d'enfance, laisser mes parents s'occuper de moi, faire comme si ces 3 dernières années n'avaient jamais existé. Mais je savais aussi que fuir ne résoudrait rien, et je n'étais pas prête à donner à Victoria la satisfaction de savoir qu'elle m'avait brisée. Je ne peux pas, maman. J'ai des choses à régler ici. Quoi donc? Chérie, il n'y a rien de mal à admettre que tu as besoin d'aide. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. À propos du testament, de la voiture, et de la façon dont la famille de Richard m'avait clairement fait comprendre que je n'étais qu'un fardeau qu'il voulait oublier. Mais je ne pouvais pas supporter l'idée que mes parents sachent à quel point j'avais été rejetée par des gens qu'ils avaient tant essayé d'accepter. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, ai-je répondu. Je vous promets que je vais bien. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement vide, essayant d'imaginer ce que le lendemain me réservait. Je voyais Victoria m'attendre au domaine, sans doute entourée d'autres membres de la famille, réunis pour assister à ma défaite finale. Je les imaginais me regarder me débattre pour trouver comment sortir une voiture en panne de leur garage et la jeter là où finissent les épaves. Je me voyais pleurer devant eux, leur offrant une dernière occasion de rire de celle qui se croyait à sa place dans leur monde. Mais je pensais aussi à Richard, à cet homme qui m'avait aimé au point de m'épouser malgré la désapprobation de sa famille. Quel que soit le sens de ce testament, quel que soit le message qu'il ait voulu me transmettre, je me devais, pour notre mariage, de le découvrir. Même si cela devait me détruire, même si cela confirmait toutes les cruautés qu'ils avaient proférées à mon sujet, je devais savoir. Le lendemain matin, je me suis rendue au domaine des Lucas, les mains tremblantes au point de peiner à tenir le volant. La maison était exactement la même que le jour des funérailles de Richard, imposante, élégante, et totalement étrangère à quelqu'un comme moi. Je me suis garée dans l'allée circulaire et suis restée assise là pendant 10 minutes, essayant de rassembler le courage nécessaire pour m'approcher de la porte d'entrée. Victoria a ouvert la porte avant même que je frappe, comme si elle m'attendait. Elle était vêtue de blanc, une couleur visiblement choisie pour contraster avec ma robe noire, et son sourire m'a donné la chair de poule. « Mirabelle », dit-elle, mon nom dégoulinant d'une fausse chaleur. Pile à l'heure. Nous attendions ce moment avec impatience. Le « nous » est devenu clair tandis que je la suivais dans la maison. La mère de Richard était là, ainsi que son cousin James et 2 autres membres de la famille que j'avais reconnus des funérailles. Ils étaient tous habillés comme pour une réception et arboraient tous cette même expression d'attente, celle qu'on a avant d'assister à quelque chose de divertissant. « J'ai juste besoin de récupérer la voiture », dis-je doucement, espérant minimiser la scène qu'ils avaient prévue. « Bien sûr que oui », répondit Victoria avec douceur. « Mais d'abord, nous pensions que vous aimeriez voir ce dont vous héritez. James, pourriez-vous accompagner Mirabelle jusqu'au garage ? » James m'a fait passer par une porte latérale et m'a conduit au bout d'un chemin de pierre jusqu'à un garage indépendant plus grand que mon appartement tout entier. Le bâtiment avait manifestement été conçu pour abriter une collection, avec de multiples emplacements et un éclairage professionnel. Lorsque James a ouvert la porte principale, j'ai aperçu plusieurs voitures de luxe disposées comme des pièces de musée. « La collection de Richard », expliqua James, inutilement. Il a passé des années à les acquérir. Chacune vaut plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Il m'a fait passer devant une Porsche rutilante, une Ferrari d'époque, une Aston Martin immaculée, chacune manifestement en parfait état. Tout au fond du garage, recouverte d'une bâche poussiéreuse et entourée de cartons contenant ce qui semblait être de vieilles pièces automobiles, se trouvait mon héritage. James retira la bâche avec un geste théâtral, dévoilant le véhicule le plus pitoyable que j'ai jamais vu. La Mustang de 1967 avait peut-être été magnifique autrefois, mais à présent, elle ressemblait à une épave. La peinture était décolorée et s'écaillait, la rouille avait rongé de larges pans de la carrosserie et une vitre était fissurée. Les pneus étaient à plat, les chromes ternis et, lorsque James ouvrit le capot, je constatai que la moitié des pièces du moteur manquaient. « Magnifique, n'est-ce pas ?» s'exclama Victoria derrière moi. Je me retournai et vis que toute la famille nous avait suivis pour assister à ce moment. Richard était très attaché à cette vieille voiture. Il l'avait achetée à la fac, sa première voiture, à l'époque où il pensait devenir mécanicien plutôt que de reprendre l'entreprise familiale. Elle fit le tour de la voiture, passant son doigt sur les bords rouillés. Il n'arrêtait pas de dire qu'il la restaurerait un jour, mais comme vous pouvez le constater, il ne l'a jamais fait.
J'imagine qu'il pensait que vous aimeriez avoir un projet pour vous occuper. Les rires reprirent, ce même son cruel qui avait résonné dans le bureau de l'avocat. La mère de Richard secoua la tête avec une tristesse exagérée. Je suppose que c'est logique, en fin de compte. Quelque chose de cassé pour quelqu'un de brisé. La dépanneuse devrait arriver d'une minute à l'autre, poursuivit Victoria. Je me suis permis de m'occuper de la mise au rebut. Il y a une casse à une trentaine de kilomètres d'ici qui rachète la ferraille au comptant. Je me suis dit que chaque dollar compte. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être était-ce la cruauté désinvolte dans sa voix, ou la façon dont ils se délectaient tous de mon humiliation, ou encore le fait qu'ils aient décidé que le dernier cadeau de mon mari n'était bon qu'à la ferraille. Mais soudain, au lieu d'être dévastée, j'étais en colère, furieuse au lieu d'être anéantie. Annuler la dépanneuse, ai-je dit, d'une voix plus forte que je ne l'avais été depuis des semaines. Les sourcils de Victoria se levèrent de surprise. Pardon. J'ai dit d'annuler la dépanneuse. Je prends la voiture. Vous l'emmenez où exactement? Demanda James, amusé. Il ne fonctionne pas. Il n'a probablement pas fonctionné depuis des années. C'est à moi de résoudre ce problème. Le sourire de Victoria s'aiguisa, devint plus carnassier. Mirabel, ma chère, sois raisonnable. Tu n'as absolument pas les moyens de restaurer cet objet. Et même si tu le pouvais, où le rangerais-tu? Ce petit appartement où tu as emménagé n'a pas vraiment de garage. Je trouverai une solution. Avec quel argent? Demanda la mère de Richard d'une voix douce mais cinglante. La restauration coûte des dizaines de milliers de dollars. Tu travailles encore pour cette petite association caritative, n'est-ce pas? Combien peuvent-ils bien te payer? Ils avaient raison, bien sûr. Je n'avais pas d'argent pour la restauration, pas d'endroit où travailler sur une voiture, aucune idée de comment m'y prendre. Mais en voyant leur visage, en constatant la satisfaction qu'ils éprouvaient face à ma situation, je savais que je préférais mourir plutôt que de leur donner le plaisir de me voir abandonnée. Je vais me débrouiller, ai-je dit fermement. Victoria m'observa longuement, et je perçus une intention calculatrice dans son regard. Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. C'est ta voiture maintenant. Ta responsabilité. James, aide Mirabel à trouver un moyen de sortir cette chose d'ici. Les 3 heures qui suivirent furent les plus humiliantes de ma vie. La voiture refusait de démarrer, évidemment, et nous avons dû la sortir du garage à la main. Ma famille me regardait, impuissante, tandis que je peinais à soulever la charge, me prodiguant des commentaires et des suggestions qui n'étaient en réalité que des prétextes pour souligner l'impossibilité de la situation. Une fois la voiture garée dans l'allée, j'ai compris que je n'avais aucun moyen de la ramener à mon appartement, même si elle avait pu rouler. J'ai donc dû appeler une dépanneuse, ce qui m'a coûté cher, sous le regard de Victoria et de sa famille, perchés sur le perron, comme s'il assistait à un spectacle. Ça va vous coûter 300 dollars, m'a dit le dépanneur après avoir examiné la voiture. Et ça, c'est juste pour la transporter jusqu'à destination. Vous avez un endroit où la garer? Je lui ai donné l'adresse de mon appartement, sachant que le propriétaire aurait sans doute quelque chose à redire sur une épave rouillée occupant une place de parking, mais je m'en fichais. Je voulais juste m'éloigner du domaine Lucas et de ces gens qui m'avaient clairement fait comprendre que je ne serais jamais rien de plus qu'un divertissement pour eux. Alors que la dépanneuse s'éloignait avec mon héritage enchaîné à l'arrière, j'ai entendu Victoria m'appeler depuis le perron. Bonne chance, Mirabel. J'espère que le dernier cadeau de Richard t'apportera tout ce que tu mérites. La façon dont elle l'a dit a clairement montré que, selon elle, je ne méritais rien de bon. Mais tandis que je suivais la dépanneuse à travers la ville, voyant mon héritage rouillé tanguer et vibrer derrière elle, je pris une décision qui allait tout changer. J'allais découvrir pourquoi Richard m'avait légué cette voiture. J'allais percer le mystère de ce qu'il avait voulu me faire comprendre. Et j'allais prouver à sa famille qu'il m'avait sous-estimé au-delà de toute imagination. J'ignorais totalement que ma détermination à résoudre le mystère du dernier cadeau de Richard allait révéler des secrets qui allaient bouleverser tout ce que je croyais savoir sur mon mari, sa famille et la fortune qu'il venait de me voler. La voiture accidentée, dont il s'était moqué, allait devenir la clé de leur perte. La voiture trônait sur le parking de mon immeuble, tel un monument à ma bêtise. Chaque matin, je la voyais par la fenêtre, rouillée et hors d'usage, occupant une place que mes voisins estimaient manifestement réservée à un véhicule en état de marche. Chaque soir, en rentrant, je découvrais des petits mots passifs-agressifs glissés sous mes essuie-glaces, me demandant quand je comptais me débarrasser de ma vieille épave. 3 jours après l'avoir ramenée à la maison, mon propriétaire a frappé à ma porte.
Mademoiselle Lucas, dit-il sans s'embarrasser de politesse. J'ai reçu des plaintes concernant la voiture que vous avez garée là. C'est un stationnement légal, ai-je répondu, même si je savais qu'il préparait quelque chose. C'est légal, oui. Mais votre contrat de location stipule que les véhicules stationnés sur la propriété doivent être en état de marche. Ce truc là-bas, c'est ce qu'on appelle un danger attractif. Des enfants pourraient se blesser en grimpant dessus. Ça fait baisser la valeur de la propriété. J'avais envie de protester, mais je comprenais son point de vue. La voiture était une horreur, et je n'avais aucune intention de la réparer ni de la déplacer. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que je vais en faire. Vous avez 2 semaines, dit-il fermement. Après cela, je la fais remorquer comme véhicule abandonné. 2 semaines. J'ajoutais cette échéance à la liste grandissante des pressions qui m'écrasaient lentement. Mon compte épargne était presque vide après avoir payé le remorquage et ma caution. Mon salaire d'associatif couvrait à peine le loyer et les courses, sans parler de la restauration de la voiture. Je n'avais ni garage, ni outils, ni connaissances en mécanique, et je ne savais même pas par où commencer. Mais chaque fois que je pensais appeler une casse, je me souvenais du sourire satisfait de Victoria et de la promesse de Richard de toujours me protéger. Il devait bien y avoir une raison pour laquelle il m'avait laissé cette voiture. Il devait y avoir quelque chose qui m'échappait. Ce week-end-là, j'ai enfin trouvé le courage d'examiner ce que j'avais hérité. Armé d'une lampe torche et d'une détermination qui tenait plus du désespoir que de la confiance, j'ai passé le samedi matin à fouiller la Mustang, à la recherche du moindre indice qui puisse expliquer pourquoi Richard avait jugé bon de me léguer cette épave. L'extérieur était encore pire de près. La rouille avait rongé les ailes arrière, les pare-chocs tenaient à peine et la capote était tellement délabrée qu'on pouvait voir à travers par endroits. L'intérieur n'était guère mieux. Les sièges étaient craquelés et décolorés, le tableau de bord était déformé et la radio semblait hors d'usage depuis l'époque de Carter. Mais en fouillant la boîte à gants et sous les sièges, j'ai trouvé le premier indice que cette voiture avait une importance particulière pour Richard, bien plus grande qu'on ne l'imaginait. Cachée derrière le siège passager, se trouvait une photo que je n'avais jamais vue. On y voyait Richard jeune, peut-être âgé d'une vingtaine d'années, debout à côté de cette même Mustang, alors magnifique. Il souriait d'une manière que je voyais rarement sur les photos de famille, un sourire sincère et spontané, le bras autour d'une jeune fille que je ne reconnaissais pas. Au dos, quelqu'un avait écrit « R&M, été 1995, avant que tout ne change. » Monsieur, une autre femme. Une femme suffisamment importante pour Richard pour qu'il ait conservé sa photo dans cette voiture pendant près de 30 ans. Cette découverte m'a frappé de plein fouet, car elle soulevait des questions auxquelles je n'étais pas sûre de vouloir répondre. Qui était M? Qu'est-ce qui avait changé après cet été-là? Et pourquoi Richard ne l'avait-il jamais mentionné? Je fixais encore la photo quand mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait un numéro inconnu, mais quand j'ai décroché, la voix m'était familière, et de la pire des manières. Mirabelle? C'est Janet Morrison, l'avocate de Richard. J'espère que je ne vous dérange pas. Janet avait assisté à la lecture du testament, mais elle semblait mal à l'aise, comme si elle suivait des instructions avec lesquelles elle n'était pas entièrement d'accord. Que puis-je faire pour vous, Madame Morrison? Je me demandais si vous aviez eu l'occasion de retirer le véhicule de la propriété. Oui, je l'ai récupéré la semaine dernière. Bien, bien. Et vous êtes satisfait des arrangements? Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a mis mal à l'aise. Que voulez-vous dire? Il y eut un long silence. Je voulais simplement m'assurer que vous compreniez bien que le legs était définitif. La voiture vous appartient, sans aucune charge. Personne ne peut vous la reprendre ni faire valoir de droit à son sujet. Pourquoi quelqu'un voudrait-il le prendre? Ça vaut peut-être 3 cents en ferraille. Un autre silence, plus long cette fois. Bien sûr. Je voulais simplement être clair concernant vos droits. Les relations familiales peuvent parfois être compliquées après un décès. Après avoir raccroché, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que Janet Morrison savait quelque chose qu'elle me cachait. Cet appel ressemblait moins à une simple formalité qu'à un avertissement, mais je n'arrivais pas à comprendre de quoi elle me mettait en garde. Ma confusion n'a fait que s'accroître lorsque je suis retournée au travail lundi matin et que j'ai constaté que mon petit monde se rétrécissait encore davantage. Ma responsable, Maria Santos, m'a convoquée dans son bureau avec une expression indéchiffrable. « Mirabelle, il faut que je te dise quelque chose, et je voulais que tu l'apprennes de moi en premier, » dit-elle en refermant la porte derrière nous.
Nous avons reçu une offre de don très généreuse de la part de Lucas Industries. Ils souhaitent financer l'intégralité de notre programme d'éducation financière pour les 3 prochaines années. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? C'est une opportunité incroyable. Nous avons plus d'argent que jamais pour nos programmes. Nous pourrions quintupler notre capacité d'intervention auprès du public. Ont-ils expliqué pourquoi ils souhaitaient faire ce don? Maria semblait mal à l'aise. Victoria Lucas a appelé personnellement. Elle a dit que la famille souhaitait honorer la mémoire de Richard en soutenant des causes qui lui tenaient à cœur. La manipulation était si flagrante que j'en étais sidérée. Victoria rachetait mon lieu de travail, s'assurant ainsi que même ici, dans le seul endroit où je me sentais compétente et valorisée, je serais dépendante de la générosité de Lucas. Chaque programme que je développerais, chaque personne que j'aiderais, serait financée par la famille qui venait de m'humilier. Il y a une condition, poursuivit Maria, et je savais ce qui allait suivre avant même qu'elle ne le dise. Ils veulent participer au développement du programme. Victoria Lucas souhaite siéger à notre conseil d'administration. Elle achète sa place au conseil d'administration. Il n'est pas rare que les grands donateurs souhaitent un contrôle sur leurs investissements. Mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait réellement. Victoria aurait désormais une influence sur mon travail, mes projets, ma vie professionnelle. Elle pouvait donner son avis sur le recrutement, les programmes, ou encore sur l'adéquation de certains employés à la nouvelle orientation de l'organisation. Elle venait de s'assurer que, où que j'aille et quoi que je fasse, je me souviendrai toujours que la famille Lucas contrôlait mon univers. Ce soir-là, j'étais assise dans ma voiture, sur le parking de ma résidence, trop épuisée pour rentrer. La photo de la Mustang de Richard était posée sur le siège passager, à côté de moi, et je me suis surprise à la contempler à nouveau. La jeune fille sur la photo semblait heureuse, insouciante, à 1000 lieues des portraits officiels de la famille de Richard qui ornaient notre maison. J'étais tellement absorbée par mes pensées que j'ai failli ne pas entendre frapper à ma fenêtre. En levant les yeux, j'ai aperçu un homme âgé que je ne connaissais pas, probablement septuagénaire, avec un regard bienveillant et des mains marquées par le travail. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il lorsque j'ai baissé la vitre. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer cette Mustang là-bas. Est-ce la vôtre? Oui, malheureusement. Il sourit. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil? Je travaille dans la mécanique depuis 50 ans, et c'est un magnifique exemplaire, même dans cet état. Je l'ai suivi jusqu'à la Mustang, observant son examen minutieux, digne d'un expert. Il a caressé la carrosserie, jeté un coup d'œil sous le capot et inspecté le châssis avec une méticulosité qui m'a surpris. C'est une Mustang Fastback de 1967, dit-il enfin. Un modèle S, si je ne me trompe pas. Quelqu'un a consacré beaucoup de temps et d'efforts à cette voiture avant qu'elle ne soit laissée à l'abandon. Code S. Moteur haute performance. Ce n'est pas une Mustang ordinaire. Il s'agit d'une configuration rare, qui vaudrait probablement une somme considérable si elle était correctement restaurée. Je le fixai du regard. Combien d'argent? Eh bien, cela dépend de l'état de la transmission d'origine et de l'authenticité des panneaux de carrosserie. Mais une Fastback S-Code entièrement restaurée? Elle pourrait valoir entre 60 et 100 000 $. Voire plus si elle possède les bonnes options. Ce chiffre m'a frappé de plein fouet. Richard ne m'avait pas laissé de la ferraille. Il m'avait légué quelque chose de potentiellement précieux, quelque chose que sa famille avait négligé sans même se donner la peine d'examiner. Mais alors même que l'espoir commençait à naître en moi, la réalité m'a rattrapé brutalement. La restauration coûterait plus cher que la voiture elle-même, et je n'avais de toute façon pas les moyens. Le problème, c'est que, poursuivit le vieil homme, ces voitures deviennent de plus en plus difficiles à trouver, quel que soit leur état. Les collectionneurs sont prêts à payer cher pour des modèles de base en bon état. Même dans cet état, pour le bon acheteur, cette voiture pourrait valoir 20 ou 30 000 $. 20 000 $. De quoi changer de vie, m'ouvrir des perspectives, prouver que Richard m'avait finalement laissé quelque chose d'important. Mais tandis que je remerciais cet homme et le regardais s'éloigner, je réalisais que je n'avais aucune idée de comment trouver ces collectionneurs dont il parlait, aucune idée de comment vérifier ses dires, aucune idée de comment transformer ces informations en argent concret. Ce que je savais, c'est que Victoria m'avait laissé prendre une voiture potentiellement précieuse sans dire un mot sur sa valeur. Elle m'avait vu me débattre avec les frais de remorquage et les problèmes de stockage, tout en sachant que ce que je m'efforçais de conserver pouvait valoir plus que mon salaire annuel. La question était de savoir si elle connaissait réellement la valeur de la voiture,
ou si Richard avait gardé ce secret même vis-à-vis de sa propre famille. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la lecture du Testament. Je suis allée sur Internet et j'ai commencé à faire des recherches sur la vie de Richard avant notre mariage. J'ai consulté des articles de presse sur Lucas Industries, des comptes rendus mondains d'événements familiaux, tout ce qui pourrait m'éclairer sur l'homme que je croyais connaître parfaitement. Ce que j'ai découvert m'a fait remettre en question tout ce que je croyais comprendre de mon mariage. D'après les archives de presse, Richard était fiancé avant de me rencontrer. En 1996, un an seulement après la prise de la photo dans sa voiture, il devait épouser Miranda, fille d'une autre famille d'entrepreneurs influentes. Les fiançailles avaient été annoncées en grande pompe, avec des photos du couple heureux lors de diverses réceptions. Puis, soudain, les fiançailles furent rompues. Aucune explication dans la presse, aucun article de suivi, juste une brève annonce indiquant que Richard, Lucas et Miranda avaient décidé de se séparer. Après cela, Richard sembla disparaître des pages mondaines pendant plusieurs années, se consacrant entièrement au développement de son entreprise. Miranda s'était remariée 6 mois plus tard, mais les photos de mariage montraient une femme qui ne ressemblait en rien à la jeune fille insouciante dans la voiture de Richard. Elle paraissait vide, vaincue, comme si elle s'était contentée d'un lot de consolation. Mlee Miranda. La fille que Richard avait aimée avant que sa famille ne s'en mêle, avant qu'il n'apprenne à jouer selon leurs règles, avant qu'il ne devienne l'homme qui finirait par m'épouser et me laisserait ensuite un mystère enveloppé de métal rouillé. Mais la découverte la plus troublante est survenue lors de mes recherches sur Miranda. Elle était décédée 2 ans auparavant, 6 mois seulement avant ma rencontre avec Richard, des suites de complications liées à l'alcoolisme. La nécrologie était brève et formelle, mais, entre les lignes, elle révélait une femme qui ne s'était jamais remise d'un traumatisme ancien. Assise dans mon appartement vide, entourée de preuves que mon mari m'avait caché d'énormes secrets, j'ai commencé à comprendre que la voiture n'était pas seulement le dernier cadeau de Richard. C'était sa confession, ses excuses, et sa tentative de me donner quelque chose que sa famille ne pourrait pas me prendre. Mais j'ai aussi compris que la cruauté de Victoria, lors de la lecture du Testament, n'avait pas été spontanée. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait en se moquant de mon héritage. Elle était au courant pour Miranda, pour la valeur potentielle de la voiture, pour les secrets que Richard m'avait cachés. Et elle me testait, attendant de voir si j'étais assez intelligente ou assez déterminée pour découvrir ce que mon mari m'avait réellement laissé. La pression montait de toutes parts. L'échéance imposée par mon propriétaire, mes problèmes financiers, la manipulation de Victoria au travail, et la certitude grandissante qu'il me manquait un élément crucial concernant la voiture et le passé de Richard. Mais pour la première fois depuis la lecture du Testament, j'avais l'impression de me rapprocher des réponses au lieu de me noyer sous les questions. Il me fallait simplement avoir le courage de continuer à creuser, même si ce que je découvrais changeait tout ce que je croyais savoir de l'homme que j'avais aimé et perdu. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait soit me sauver, soit me détruire. J'allais découvrir pourquoi Richard m'avait vraiment laissé cette voiture, peu importe le prix à payer ou ce que cela révélerait sur notre mariage. Et j'allais commencer par suivre les conseils du vieil homme et traiter mon héritage comme le trésor que Richard avait voulu qu'il soit, au lieu du fardeau que sa famille voulait me faire croire. La solution est venue d'une source des plus inattendues. J'avais passé des jours à faire des recherches sur les Mustangs classiques en ligne, essayant de vérifier ce que le vieil homme m'avait dit sur la valeur potentielle de la voiture, quand j'ai décidé d'appeler la seule personne susceptible d'avoir des réponses sur le passé de Richard, des réponses que je n'osais pas demander. La sœur de Miranda Hayes. Je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux, une femme nommée Caroline Patterson, qui vivait à environ 1 heure de la ville. Son profil Facebook était rempli de photos de famille et de messages commémoratifs concernant Miranda, et certains passages de ses publications laissaient penser qu'elle était encore en colère suite au décès de sa sœur, qu'elle cherchait toujours un coupable. Quand je l'ai appelée, en lui expliquant qui j'étais et pourquoi je voulais lui parler, il y a eu un long silence avant qu'elle ne prenne la parole. « La veuve de Richard Lucas », dit-elle finalement. « Je me demandais si vous étiez au courant pour Miranda. Je viens tout juste de découvrir son existence. J'ai trouvé une photo d'eux dans une voiture qu'il m'a laissée. »« La Mustang », dit Caroline aussitôt. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il l'ait encore. Tu connais l'histoire de la voiture. Tu es au courant? Cette voiture a détruit la vie de ma sœur. On peut se rencontrer? Ce n'est pas une conversation à faire au téléphone. 2 heures plus tard, j'étais assise dans la cuisine de Caroline, à feuilleter des albums photos qui racontaient une histoire que Richard ne m'avait jamais confiée. Des photos de lui et Miranda pendant leurs années d'université, pendant les étés passés à la maison, lors de réunions de famille où ils formaient le couple parfait que tout le monde attendait.
Ils étaient inséparables, expliqua Caroline en tournant les pages d'un livre rempli d'images de leur amour de jeunesse. Richard avait acheté cette Mustang en 2e année d'université, et Miranda plaisantait souvent en disant qu'il aimait la voiture plus qu'elle. Mais en réalité, ils avaient construit tout leur avenir autour de ce véhicule. Les voyages qu'ils rêvaient de faire, les endroits qu'ils voulaient visiter. Elle symbolisait tout ce qu'ils allaient accomplir ensemble. Que leur est-il arrivé? Le visage de Caroline s'assombrit. Il y a eu l'histoire de la famille Lucas. Le père de Richard a décidé que Miranda ne correspondait pas à l'image familiale. L'entreprise de son père connaissait des difficultés financières, et soudain, elle n'était plus assez bien pour leur précieux fils. J'ai ressenti un frisson de reconnaissance. Ils les ont séparés. Pire encore. Ils ont ruiné sa réputation. Ils ont lancé des rumeurs sur sa personnalité, les finances de sa famille, son engagement envers Richard. Ils ont clairement fait comprendre qu'en l'épousant, Richard serait déshérité. Mais le pire, c'est ce qu'ils ont fait à l'entreprise de son père. Caroline sortit un dossier de documents que je n'avais pas remarqué auparavant. Miranda a tout conservé. Les relevés bancaires, les mises en demeure, la correspondance. La famille Lucas a usé de son influence pour faire exiger le remboursement anticipé des prêts commerciaux de son père. Ils ont fait pression sur les fournisseurs pour qu'ils cessent de travailler avec lui. Ils ont systématiquement détruit son entreprise pour lui prouver ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas leur place. Les documents révélaient une destruction délibérée et calculée. Des entreprises qui collaboraient avec le père de Miranda depuis des années rompaient soudainement leur contrat. Des banques, d'abord compréhensives, exigeaient un paiement immédiat. Des fournisseurs, partenaires fiables jusque-là, trouvaient des prétextes pour mettre fin à leur relation. Tout cela se déroulait en l'espace de 6 mois, coïncidant avec les fiançailles de Richard et Miranda. Richard a d'abord essayé de s'y opposer, poursuivit Caroline. Il est venu chez nous, suppliant Miranda d'attendre, promettant de tout arranger. Mais quand son père a tout perdu, quand sa famille s'est retrouvée au bord de la faillite et du déshonneur, elle a dit à Richard qu'elle ne pouvait pas être la cause d'un désastre supplémentaire. Elle a donc rompu ses fiançailles. Elle s'est sacrifiée pour sauver ce qui restait de sa famille. Et Richard l'a laissé faire. Caroline tourna une page vers la fin de l'album, montrant le mariage de Miranda avec un autre homme. Mais la femme sur ces photos ne ressemblait en rien à la jeune fille joyeuse des photos précédentes. Elle paraissait vide, abattue, comme si elle se contentait de jouer le jeu d'une vie qu'elle ne désirait plus. Elle ne l'a jamais oublié, dit Caroline d'une voix douce. Elle ne s'est jamais pardonnée d'avoir renoncé à leur amour. Elle n'a jamais cessé de croire que si elle avait été plus forte, plus courageuse, plus déterminée à se battre, les choses auraient pu être différentes. Et Richard? Il a disparu pendant quelques années. Il se concentrait sur le développement de son entreprise, jouant le rôle du fils modèle. Nous pensions qu'il avait tourné la page, trouvé quelqu'un de plus conforme aux attentes de sa famille. Puis Miranda est décédée, et 6 mois plus tard, nous avons appris qu'il s'était remarié. Avec une jeune femme noire, totalement étrangère à son milieu familial. Cette sous-entendue m'a frappé comme un coup de poing. Tu crois qu'il m'a épousée parce que je lui rappelais Miranda? Je pense qu'il t'a épousée parce que tu représentais tout ce à quoi il avait renoncé en laissant sa famille détruire Miranda. Je pense que tu étais sa seconde chance de choisir l'amour plutôt que l'approbation familiale. La question est de savoir s'il a eu le courage, cette fois, de protéger ce qu'il aimait. Caroline me tendit un autre document, plus récent cette fois. C'était une copie du testament original de Richard, daté de 3 mois seulement après notre mariage. Dans cette version, j'héritais de tout, la maison, les parts de l'entreprise, la fortune familiale. La famille Lucas, quant à elle, ne recevait que des sommes symboliques, suffisantes pour éviter tout litige, mais insuffisantes pour maintenir leur train de vie. Comment as-tu obtenu ça? L'avocate de Miranda. Elle enquêtait depuis des années sur les pratiques commerciales de la famille Lucas, cherchant à prouver ce qu'ils avaient fait à son père. À la mort de Richard, l'avocate a pensé que je devais savoir qu'il avait essayé de réparer ses erreurs. Je fixai le document, essayant de comprendre ce que je voyais. Mais ce n'est pas le testament qui a été lu au tribunal. Non. Ce testament a été modifié il y a 6 mois. Juste au moment où Richard a commencé à avoir des douleurs à la poitrine, quand il a su que son cœur était défaillant. La pièce semblait tourner. Quelqu'un l'a forcé à modifier son testament. Caroline sortit un autre document, et celui-ci me glaça le sang.
C'était un rapport médical du médecin de Richard, daté de 8 mois avant sa mort, confirmant qu'il souffrait d'une grave maladie cardiaque. Mais une note manuscrite de Richard y était jointe, qui éclairait tout. Ils sont au courant de ma situation. J'ai dit que si quelque chose m'arrive avec le testament actuel, ils feront en sorte qu'elle subisse le même sort que monsieur, je ne peux pas laisser faire ça. Je dois trouver un autre moyen de la protéger. V. Victoria. Richard avait modifié son testament non pas par manque d'amour pour moi, mais parce que sa famille avait menacé de me détruire comme elle avait détruit Miranda. Il avait sacrifié mon héritage pour me protéger de pire encore. Mais pourquoi la voiture? Ai-je demandé d'une voix à peine audible. Caroline Stewart Treatment. Parce que Richard a toujours été plus malin que sa famille ne le pensait. Cette voiture, c'était la seule chose à laquelle ils n'ont jamais prêté attention, le seul PAN de son passé qu'ils ont relégué au rang de souvenir sentimental superflu. S'il avait voulu leur cacher quelque chose, s'il avait voulu te laisser un véritable héritage, cette voiture était l'endroit idéal. Quel genre d'héritage? Je ne sais pas. Mais l'avocat de Miranda pense que Richard a passé les derniers mois de sa vie à préparer quelque chose. Il a transféré des biens, créé des comptes, documenté des choses que sa famille croyait secrètes. L'homme qui a laissé faire Miranda n'allait pas vous laisser faire à vous. Caroline m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture, mais avant que je parte, elle m'a tendu une dernière chose, une clé, vieille et ternie, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Après leur rupture, Miranda a trouvé ceci caché dans l'appartement de Richard. Elle n'a jamais su ce qu'il ouvrait, mais elle l'a gardé malgré tout. C'était peut-être un vœu pieux, mais elle a toujours cru qu'il lui aurait laissé quelque chose s'il l'avait pu. Quelque chose que sa famille ne pourrait pas lui enlever. Sur le chemin du retour, j'étais encore sous le choc de tout ce que j'avais appris. Richard ne m'avait pas trahi avec ce testament. Il avait essayé de me protéger de gens qui avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à anéantir quiconque menaçait leur emprise sur la fortune familiale. L'homme dont j'étais tombée amoureuse était toujours celui que j'avais épousé, mais il menait un combat dont j'ignorais même l'existence. Mais cette révélation s'accompagna d'une prise de conscience dévastatrice. Si Richard avait changé d'avis pour me protéger, s'il avait tout sacrifié pour me préserver de la cruauté de sa famille, alors j'avais passé des semaines à croire qu'il m'avait abandonnée alors qu'en réalité, il avait tout sacrifié pour moi. Pire encore, je commençais à comprendre que le comportement de Victoria à mon égard, lors de la lecture du testament, n'était pas un acte de cruauté spontanée. Elle connaissait l'existence du testament initial. Elle savait que Richard avait tenté de me léguer tous ses biens. Elle avait orchestré cette humiliation non seulement pour me remettre à ma place, mais aussi pour s'assurer que je ne soupçonne jamais avoir droit à bien plus. De retour à mon appartement, je me suis assise dans ma voiture, le regard fixé sur la Mustang rouillée qui était devenue le centre de mon univers. Quelque part dans cet amas de ferrailles et de souvenirs se cachait ce que Richard m'avait laissé, l'héritage qu'il avait préservé de la cupidité familiale. Mais je savais aussi que la chercher impliquerait d'accepter la vérité sur ce que la famille Lucas avait fait à Miranda, sur ce qu'elle était prête à me faire, sur le genre de personne dont mon mari avait passé sa vie à essayer de me protéger. La clé que Caroline m'avait donnée pesait lourd dans ma main, chargée de possibilités et de dangers auxquels je n'étais pas sûre d'être prête à faire face. Car découvrir ce que Richard avait caché reviendrait à admettre que tout ce que je croyais savoir de mon mariage, de sa famille, de la vie que nous avions construite ensemble, reposait sur des secrets, des mensonges et une cruauté qui consiste à détruire des innocents par pur plaisir. Mais cela signifierait aussi honorer l'amour que Richard avait tenté de protéger jusqu'à sa mort, et revendiquer l'héritage qu'il avait caché là où sa famille n'aurait jamais pensé à le chercher. Il me fallait simplement avoir le courage de tourner la clé, peu importe ce qu'elle déverrouillait. La clé que Caroline m'avait donnée est devenue une obsession. Pendant 3 jours, je l'ai essayée dans toutes les serrures que j'ai pu trouver sur cette Mustang. Le contact, la boîte à gants, le coffre, même des recoins du compartiment moteur qui auraient pu cacher des compartiments. Rien. La clé ne rentrait nulle part, et chaque tentative infructueuse était comme une porte qui se refermait sur mon espoir. Jeudi, ma frustration s'était muée en désespoir. J'étais allongée sous la voiture, sur le parking de ma résidence, une lampe torche dans une main et la clé de Caroline dans l'autre, lorsque mon propriétaire est apparu à mes côtés. « Mademoiselle Lucas, il faut qu'on parle. » Je suis sortie en rampant dessous la voiture, couverte de rouille et de taches d'huile, sachant à son expression que mes 2 semaines étaient écoulées. « La voiture doit partir, » dit-il fermement. « Demain. J'ai déjà fait appel à une entreprise de remorquage. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de quelques jours de plus. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de précieux là-dedans. C'est ce que tout le monde dit à propos de ces déchets. Encore un jour, et puis c'est parti.
Ce soir-là, j'ai appelé tous les ateliers de restauration automobile de l'annuaire, suppliant quelqu'un de jeter un œil à la voiture, de me dire s'il y avait quelque chose de particulier qui m'échappait. La plupart ont raccroché dès que j'ai décrit son état. Les quelques-uns qui ont accepté de la regarder exigeaient un paiement d'avance que je n'avais pas. Il ne me restait que $50 lorsque Maria m'a convoqué dans son bureau vendredi matin. Mirabelle, je dois te parler de ta position ici. Le ton de sa voix m'a glacé le sang. Et alors? Victoria Lucas est passée hier. Elle s'inquiétait de votre état émotionnel et de votre capacité à vous concentrer sur votre travail pendant cette période difficile. Mon rendement au travail a été satisfaisant. Elle a mentionné que vous étiez obsédé par une voiture que votre mari vous a laissée. Que vous passiez votre temps de travail à faire des recherches en ligne à son sujet, et à passer des appels personnels pendant les heures de bureau. L'accusation était en grande partie vraie, mais l'entendre de la bouche de Maria ressemblait à une trahison. J'ai passé quelques coups de fil pendant ma pause déjeuner. Elle a également dit que vous aviez un comportement erratique, que vous étiez émotif et que vous étiez peut-être aux prises avec un deuil, ce qui pourrait affecter votre jugement envers nos clients. Je voyais bien où cela allait mener, et j'avais l'impression d'étouffer. Maria, tu me connais depuis 3 ans. Tu sais que je ne laisserai jamais mes problèmes personnels affecter mon travail avec mes clients. Je le sais. Mais Mirabelle, le don de Lucas est assorti de conditions. Victoria a exprimé des inquiétudes quant à votre capacité à gérer les programmes élargis qu'il finance. Elle essaie de me faire virer. Elle essaie de veiller à votre bien-être. Elle a suggéré qu'un peu de temps libre, peut-être une thérapie de deuil, vous permettrait de faire votre deuil sans la pression des responsabilités professionnelles. Maria m'a tendu une enveloppe, et je savais ce qu'elle contenait avant même de l'ouvrir. Un congé sans solde, à durée indéterminée, sans aucune garantie de retrouver mon poste à mon retour. En réalité, j'étais licenciée, mais d'une manière qui passait pour de la compassion aux yeux de ceux qui ne comprenaient pas la situation. Ce don est important, Mirabelle. Grâce à ces fonds, nous pourrons aider 5 fois plus de personnes. Tu choisis donc l'argent plutôt que moi. Je choisis le bien commun. Je suis désolée. Je suis sortie de ce bureau avec l'impression que mon monde s'écroulait. Plus de travail, plus de revenus, une voiture que j'allais perdre et un loyer à payer dans 2 semaines, un loyer que je n'avais aucun moyen de régler. Victoria avait méthodiquement détruit tous mes soutiens, et elle l'avait fait avec une telle minutie que tous ceux qui y étaient impliqués croyaient m'aider. Quand je suis rentrée, la dépanneuse était déjà là. Mon propriétaire se tenait à côté, des papiers à la main, sans même prendre la peine de s'excuser. « C'est terminé », dit-il simplement. Je les ai regardés attacher des chaînes à la Mustang de Richard, avec l'impression qu'il m'arrachait mon dernier espoir. Tandis que le camion quittait le parking, j'ai aperçu la Mercedes de Victoria garée de l'autre côté de la rue. Elle était venue assister à la scène, pour s'assurer que je comprenne bien qu'elle avait gagné. Elle baissa sa vitre tandis que la dépanneuse disparaissait au coin de la rue. « Comment vas-tu, ma chérie ?» lança-t-elle d'une voix faussement inquiète qui résonna sur le parking. « J'ai entendu parler de ton petit congé sabbatique. Parfois, le chagrin nous pousse à agir contre notre propre intérêt. » J'avais envie de lui crier dessus, de lui dire que je savais parfaitement ce qu'elle faisait, mais je savais aussi que ça ne changerait rien. Elle avait tout le pouvoir, toutes les ressources, toute la respectabilité. Je n'étais qu'une veuve éplorée en pleine crise, du moins aux yeux de tous. Où ont-ils emmené ma voiture? Ah, cette vieille chose? Je crois qu'elle est partie à la casse Morrison. Ne t'inquiète pas, ils te donneront le juste prix pour la ferraille. Ça devrait suffire pour un bon dîner au restaurant. Elle est partie en riant, me laissant planter là sur le parking avec l'horrible constatation que je venais de perdre la seule chose que Richard m'avait laissée, le seul indice que j'avais pour comprendre ce qu'il essayait de me dire. Ce week-end-là, j'ai utilisé mes dernières économies pour prendre un taxi jusqu'à la casse Morrison, espérant pouvoir acheter ma voiture ou au moins l'examiner une dernière fois. Ce que j'y ai trouvé a anéanti le peu de courage qui me restait. La Mustang était déjà partiellement dépouillée. Le moteur avait été retiré, les portières enlevées, l'intérieur vidé et jeté. Des morceaux de la voiture de Richard jonchaient le sol comme des ossements, et il était trop tard pour que je puisse en sauver quoi que ce soit. « Vous êtes la dame qui possédait cette chose ?» demanda le responsable du dépôt lorsqu'il me vit fixer l'épave. « Oui. Y a-t-il un moyen pour moi de… » Désolé, une fois le traitement lancé, il n'y a plus de retour en arrière. Mais regardez ça. Il brandit quelque chose qui me fit sursauter. J'ai trouvé ça caché derrière le siège arrière.
Drôle d'endroit pour ranger des papiers importants. C'était une enveloppe Kraft, scellée et portant mon nom écrit de la main de Richard. À l'intérieur, des documents vertigineux, des informations bancaires pour des comptes dont je n'avais jamais entendu parler, des numéros de coffre-fort, une lettre de crédit de 200 000 $ et un mot écrit de la main de Richard qui allait tout changer. Ma chérie Mirabelle, si tu lis ces lignes, c'est que je suis partie et que tu as réussi à rejoindre la voiture malgré tous les efforts de ma famille pour t'en empêcher. La clé que Caroline possède ouvre le coffre-fort numéro 2847 à la Banque First National Downtown. Tout ce que je n'ai pas pu te léguer dans mon testament t'y attend. Tout ce qu'ils ont essayé de te prendre. Je regrette de ne pas avoir été plus courageux de mon vivant. Je regrette de les avoir laissés te menacer comme ils ont menacé Miranda. Mais je me suis assurée qu'ils ne puissent pas te voler ce qui t'appartient de droit. Le vrai testament est dans le coffre. Celui qui compte. Je t'aimerai toujours, Richard. Assise là, dans cette casse, entourée de l'épave de la voiture de Richard, je tenais entre mes mains les papiers qui prouvaient que mon mari m'avait assez aimé pour duper sa propre famille. Mais je savais aussi que cette victoire avait un goût amer, car j'étais trop brisée pour l'apprécier. Victoria avait systématiquement détruit mon travail, ma sécurité, mon estime de moi. Même si Richard m'avait laissé une fortune, je n'étais pas sûre d'avoir encore la force de me battre pour elle. Le trajet en taxi jusqu'à mon appartement m'a coûté mes 20 derniers dollars. En arrivant, j'ai trouvé un avis d'expulsion scotché à ma porte. L'influence de Victoria s'était même fait sentir jusque chez moi. Mon propriétaire avait trouvé un prétexte pour résilier mon bail prématurément. Une violation de clause qui ne tiendrait probablement pas devant un tribunal, mais dont la procédure prendrait des mois et me coûterait une fortune. Ce soir-là, j'étais assise par terre dans mon appartement, entourée de cartons que je ne pouvais pas me permettre de déplacer. Ils contenaient des relevés bancaires de compte que je n'osais même pas ouvrir, car je savais que Victoria guetterait le moindre signe indiquant que j'avais découvert les biens cachés de Richard. La clé du coffre-fort me semblait une bouée de sauvetage, mais j'étais terrifiée à l'idée que la prendre déclenche une nouvelle vague de représailles de la part de ceux qui avaient déjà prouvé qu'ils anéantiraient quiconque menacerait leur emprise. Mon téléphone a sonné, et j'ai failli ne pas répondre car le numéro était déverrouillé. Mais quand j'ai décroché, la voix à l'autre bout du fil a porté le coup de grâce. Mirabelle? Ici Caroline E. Patterson. Je viens d'avoir des nouvelles de l'avocat de Miranda. Quelqu'un a cambriolé son bureau la nuit dernière. Tous les dossiers de Miranda, concernant la famille Lucas, ont été volés. L'avocat affirme que c'était un vol professionnel, aucune empreinte digitale, rien d'autre n'a été touché. Le message était clair. Victoria savait que je posais des questions sur le passé. Elle savait que j'avais retrouvé Caroline, que je m'approchais dangereusement de secrets qu'elle croyait enfouis avec Miranda. Le cambriolage était un avertissement. Elle me surveillait de près, elle était prête à aller plus loin que la simple pression financière. Caroline, je dois te demander quelque chose. As-tu parlé de notre rencontre à quelqu'un d'autre? Et de la clé? Non, personne. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes tous les deux en danger maintenant. Après avoir raccroché, j'ai éteint toutes les lumières de mon appartement et je suis restée assise dans le noir, essayant de réfléchir. Victoria m'avait fait perdre mon travail, ma voiture, et bientôt mon logement. Elle m'avait isolée de tous ceux qui auraient pu m'aider, et elle surveillait mes moindres faits et gestes pour savoir quand j'approchais de la vérité. Mais le pire, c'était la certitude grandissante que c'était exactement ce qui était arrivé à Miranda 20 ans plus tôt. La destruction systématique, l'isolement, le message que toute résistance ne ferait qu'empirer les choses. Miranda avait baissé les bras et avait passé le reste de sa vie brisée par ce que la famille Lucas lui avait fait. Je comprenais maintenant pourquoi Richard avait modifié son testament. Il avait vu de quoi sa famille était capable, il les avait vus détruire une femme qu'il aimait, et il ne pouvait supporter l'idée qu'il me fasse la même chose. Alors, il leur avait donné ce qu'ils voulaient en public, tout en se préparant secrètement à tout me donner en privé. Mais assise là, dans cet appartement sombre, menacé d'expulsion, de chômage et constamment sous la menace de représailles de Victoria, je me demandais si j'aurais la force de réclamer ce que Richard m'avait caché. Accéder à ses comptes, ouvrir ce coffre-fort, prouver que j'avais droit à la fortune des Lucas, cela reviendrait à entrer en guerre contre des gens qui avaient déjà prouvé qu'ils ne reculeraient devant rien pour défendre leurs intérêts. Et je n'étais plus sûre d'avoir encore quelque chose pour me battre. Le téléphone sonna de nouveau, et cette fois, l'identifiant de l'appelant afficha le numéro de Victoria. Quand je répondis, sa voix était douce comme de la soie, mais d'une froideur implacable. « Mirabelle, j'ai entendu parler de ta situation de logement. C'est terrible pour toi.
Je voulais que tu saches que si tu as besoin d'aide pour les frais de déménagement, la famille serait heureuse de t'aider. Nous ne voulons surtout pas que tu te retrouves à la rue pour une chose aussi futile que le loyer impayé. Cette offre visait à m'humilier, à me contraindre à accepter la charité de ceux qui avaient orchestré ma ruine. Mais sous cette fausse bonté se cachait un message clair. Ils savaient pertinemment que j'étais à 2 doigts de tout perdre, et ils savouraient chaque instant. Je n'ai pas besoin de votre aide, ai-je réussi à dire. Bien sûr que non. Tu es independente, si forte. Richard disait toujours ça de toi. Je me demande ce qu'il penserait s'il te voyait maintenant, au chômage et sur le point d'être expulsé, à te raccrocher à des théories du complot concernant un trésor imaginaire dans une épave. Elle marqua une pause, et je sus qu'elle savourait ce moment. Fais de beaux rêves, Mirabelle. Essaie de ne pas laisser le stress affecter ta santé. Le deuil peut être si difficile à vivre pour le cœur. La communication fut coupée, me laissant seule dans l'obscurité avec l'horrible certitude que Victoria ne cherchait pas seulement à me ruiner. Elle cherchait à me briser complètement, comme sa famille avait brisé Miranda, comme elle brisait quiconque osait remettre en question sa vision du monde. Mais assise là, serrant contre moi la lettre de Richard et la clé de Caroline, je compris quelque chose que Victoria n'aurait pas pu prévoir. Je n'étais pas Miranda. Je n'allais pas abandonner. Et demain, j'allais entrer dans cette banque et réclamer tout ce que Richard avait tenté de me donner au prix de sa vie. Même si cela m'a détruit au passage. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise par terre dans mon appartement, la lettre de Richard étalée devant moi, la clé de Caroline pesant lourd dans ma main, je cherchais le courage de faire ce que je savais devoir faire. Toute ma raison me criait qu'entrer dans cette banque serait un suicide. Victoria m'observait, attendant que je commette ce geste précis pour anéantir ce qui restait de ma vie. Mais l'alternative était d'accepter la défaite, d'accepter que la famille Lucas puisse terroriser les gens en toute impunité, d'accepter que le sacrifice de Richard était vain. Je pensais à Miranda, brisée et alcoolique, qui avait passé 20 ans à savoir qu'elle avait baissé les bras trop facilement. Je pensais à Richard, mourant avec le regret de n'avoir pas su protéger la première femme qu'il avait aimée. Je pensais à la satisfaction suffisante de Victoria, me voyant tout perdre. Et j'ai réalisé que je préférais me battre et perdre plutôt que de me rendre sans même essayer. Lundi matin à 9h, je suis entrée dans la First National Downtown, vêtue des seuls vêtements professionnels qu'il me restait et tenant la clé de Caroline comme une arme. Mes mains tremblaient en m'approchant du service des coffres-forts, mais ma voix était assurée lorsque j'ai parlé au guichetier. J'ai besoin d'accéder à la boîte 2847, dis-je en faisant glisser la clé sur le comptoir avec ma pièce d'identité. Le commis consulta ses dossiers, puis me regarda, perplexe. Madame, d'après nos archives, ce coffre a été ouvert par Richard Lucas en tant que compte joint dont vous êtes l'unique bénéficiaire. Mais il y a une note ici qui précise que l'accès nécessite à la fois la clé et un code spécifique. Mon cœur s'est serré. Richard avait pris soin de protéger ce qu'il avait caché, mais il ne m'avait parlé d'aucun code. Je suis restée là, me sentant bête et vaincue, tandis que le commis reprenait sa lecture. L'expression est « Les diamants ne perdent jamais leur éclat ». Est-ce que cela vous dit quelque chose? Les mots prononcés par Victoria, lors de la lecture du testament, me revinrent en mémoire. Son diamant brut? Eh bien, même les diamants peuvent perdre leur éclat. Elle citait Richard, retournant ses propres mots contre lui dans un moment d'ironie cruelle. Mais Richard avait transformé sa moquerie en mon mot de passe, s'assurant ainsi que je sois la seule à comprendre la référence. Oui, ai-je murmuré. Cela représente énormément pour moi. Le commis m'a conduit dans une pièce privée, où j'ai pu examiner le contenu de la boîte en toute discrétion. Lorsqu'il l'a ouverte et m'a laissée seule, je me suis retrouvée face à une quantité impressionnante de documents. Des relevés bancaires affichant des soldes vertigineux. Des portefeuilles d'investissement valant des millions. Des titres de propriété pour des biens immobiliers dont j'ignorais l'existence. Et tout au fond, un épais dossier intitulé « Le véritable testament ». J'ai ouvert ce dossier d'une main tremblante et j'y ai trouvé un document qui remettait en question tout ce que je croyais savoir sur la mort de Richard. Ce testament, daté de 2 semaines seulement avant son infarctus, me léguait tout. Pas seulement la maison ou une partie de sa fortune, mais absolument tout. Lucas Industries, le domaine familial, les portefeuilles d'investissement, la collection d'art, tout. Mais le testament contenait une information encore plus explosive. Un compte-rendu détaillé de toutes les activités illégales commises par la famille Lucas pour préserver sa fortune. Des montages d'évasion fiscale s'étalant sur des décennies. Des pots de vin versés à des fonctionnaires.
l'élimination systématique des concurrents par l'espionnage industriel et la manipulation des marchés. Et, plus accablant encore, une documentation complète de leurs agissements envers la famille de Miranda, incluant des enregistrements de Victoria, admettant qu'ils avaient délibérément ruiné l'entreprise de son père. Richard n'avait pas seulement dissimulé des biens à sa famille. Il avait passé des mois à documenter leurs crimes, à monter un dossier en béton qui enverrait Victoria et plusieurs autres en prison, tout en exposant la corruption qui avait bâti leur fortune. Il avait créé une arme redoutable, pointée au cœur même de ce qu'ils avaient de plus précieux, leur réputation et leur liberté. Un mot agrafé à l'avant expliquait sa stratégie. S'il m'arrive quoi que ce soit, et s'ils essaient de te faire du mal comme ils en ont fait à Miranda, utilise ceci. Tout. Ne te laisse pas intimider et réduire au silence. Tu as ici suffisamment de preuves pour les anéantir complètement, mais seulement si tu as le courage de les utiliser. Assise dans la chambre forte de la banque, j'épluchais dossier après dossier de preuves, avec l'impression de voir s'effondrer sous mes yeux tout l'héritage de la famille Lucas. Richard jouait aux échecs pendant qu'il le croyait aux dames, préparant un coup fatal qui lui survivrait et me protégerait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais le poids de ce que je détenais était écrasant. Utiliser ces informations reviendrait à déclarer la guerre à des gens aux ressources illimitées et sans scrupules. Cela signifierait accepter que ma vie tranquille soit à jamais terminée, que je passerais des années à me battre devant les tribunaux et à faire face à des tentatives de représailles. Cela signifierait devenir le genre de personne prête à détruire les autres, même s'ils le méritaient. Assis là, paralysé par l'ampleur du choix qui s'offrait à moi, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, consulte tes emails. Maintenant. Un ami. J'ai utilisé le Wi-Fi de la banque pour accéder à ma messagerie et j'ai trouvé un message glaçant. On m'avait envoyé les images de la caméra de surveillance de la nuit du cambriolage du cabinet de l'avocat de Miranda. La vidéo montrait clairement Victoria et deux hommes que je ne connaissais pas s'introduire par effraction dans le bâtiment, fouiller des dossiers et voler des documents. Mais le plus accablant, c'était l'horodatage. Le cambriolage avait eu lieu quelques heures seulement après ma conversation téléphonique avec Caroline. Victoria ne se contentait pas de dissimuler ses crimes passés. Elle en commettait activement de nouveaux pour protéger les secrets de sa famille. Et quelqu'un, un allié anonyme, documentait ses agissements et me fournissait les preuves nécessaires pour le prouver. Un deuxième courriel est arrivé pendant que je regardais la vidéo. Richard m'a demandé de veiller sur toi si quelque chose lui arrivait. Il savait que sa famille essaierait de te faire taire, comme ils l'ont fait avec Miranda. Tu peux utiliser les images comme bon te semble. Richard croyait en ta force. Je pense qu'il avait raison. Une amie qui croit en la justice. Qui que soit cette personne, elle travaillait avec Richard pour me protéger même après ma mort. Richard ne s'était pas contenté de dissimuler des biens et de documenter des crimes. Il avait mis en place un réseau de soutien qui se déclencherait si sa famille tentait de me détruire. Je n'étais pas aussi seule que je le croyais. Mais il me restait un choix à faire, un choix qui allait définir le reste de ma vie. Je pouvais prendre l'argent et m'enfuir, disparaître loin de tout, là où le nom de Lucas n'aurait plus aucune signification, et vivre tranquillement de la fortune que Richard m'avait cachée. Ou je pouvais rester et me battre, utiliser les preuves qu'il avait rassemblées pour exposer leurs crimes et réclamer tout ce qui m'appartenait de droit. La fuite était le choix le plus sûr. La fuite était sans doute le choix le plus judicieux. Mais assise là, entourée de preuves de décennies de corruption et de cruauté, pensant à Miranda mourante brisée et alcoolique parce qu'elle avait eu trop peur de se défendre, j'ai compris que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je choisissais la sécurité plutôt que la justice. Richard était mort en croyant que j'avais le courage de mener à bien ce qu'il avait entrepris. Miranda avait passé 20 ans à regretter de ne pas avoir eu la force de dénoncer ceux qui avaient détruit sa famille. Quelque part, un ami qui croit en la justice, risquait sa vie pour m'aider à réussir là où d'autres avaient échoué. J'ai repensé au sourire satisfait de Victoria lorsqu'elle a vu ma voiture emmenée à la fourrière. À son rire cruel lors de la lecture du testament. À la destruction systématique de mon travail, de ma maison, de mon estime de moi. À ses menaces concernant le sort réservé à ceux qui oseraient s'opposer à la famille Lucas. Et j'ai compris que ce choix n'était pas vraiment une question d'argent, de vengeance ou même de justice. Il s'agissait de savoir si j'allais laisser la peur contrôler le reste de ma vie, ou si j'allais honorer l'amour que Richard avait tenté de protéger jusqu'à la mort. J'ai fait des copies de tout ce qui se trouvait dans ce coffre-fort. J'ai transféré les preuves documentaires sur un espace de stockage cloud sécurisé. J'ai ouvert les comptes bancaires que Richard avait ouverts et transféré suffisamment d'argent pour financer une bataille juridique. Puis je suis sortie de cette banque transformée. La veuve éplorée, anéantie par la lecture du testament,
avait disparu. À sa place se tenait une femme qui contrôlait une fortune suffisante pour acheter et vendre la famille Lucas, des preuves suffisantes pour les envoyer en prison, et une rage assez forte pour la soutenir face à l'avenir. J'avais passé des semaines à me sentir comme une victime, laissant la cruauté de Victoria me convaincre de mon impuissance et de ma solitude. Mais Richard avait fait en sorte que je ne sois ni impuissante ni seule. Il m'avait donné les moyens de réécrire toute l'histoire, de me transformer, de cette personne démunie dont il se moquait, en celle qui allait les dépouiller de tout ce qu'ils croyaient posséder. La seule question qui se posait désormais était de savoir si j'étais assez courageuse pour utiliser ces outils, sachant que cela me transformerait en quelqu'un que Richard ne reconnaîtrait peut-être pas, quelqu'un capable du genre de destruction calculée que sa famille avait perfectionné au fil des générations. Mais en repensant à la vie gâchée de Miranda, au sacrifice caché de Richard et à la conviction de Victoria que je disparaîtrais simplement sans faire de bruit, j'ai réalisé que j'avais déjà fait mon choix. La guerre était sur le point de commencer, et cette fois, la famille Lucas s'était attaquée à quelqu'un qui était enfin prêt à riposter. J'ai passé 2 semaines à me préparer à la guerre. Ma première action a été d'engager Janet Morrison, l'avocate initiale de Richard, qui avait été profondément horrifiée par les manœuvres de sa famille pour contourner son testament. Lorsque je lui ai montré les preuves que Richard avait dissimulées, elle a complètement perdu son sang-froid. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en parcourant les documents. Richard soupçonnait sa famille d'être corrompue, mais c'est au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Mirabel, ces preuves pourraient envoyer Victoria en prison pour des décennies. C'est l'idée. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Une fois que vous aurez commencé ce processus, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils se battront contre vous avec tout ce qu'ils ont. J'ai pensé à Miranda, au sacrifice de Richard, à la cruelle satisfaction de Victoria en voyant mon monde s'écrouler. Ils ont déjà tout détruit. Maintenant, c'est leur tour. Janet m'a aidé à élaborer une stratégie juridique qui frapperait la famille Lucas de plusieurs fronts simultanément. Les procureurs fédéraux recevraient les preuves de fraude fiscale. La SEC obtiendrait les documents relatifs à leur fraude boursière. Le procureur général de l'État enquêterait sur leurs affaires de corruption. Et j'intenterais des poursuites civiles pour récupérer tous les biens qu'ils avaient volés illégalement. Mais l'élément le plus important de mon plan n'était pas d'ordre juridique. Il était psychologique. J'allais les détruire de la même manière qu'ils avaient détruit Miranda et tenté de me détruire. Publiquement, humiliant, devant tous ceux qu'ils avaient passé leur vie à essayer d'impressionner. L'occasion se présenta 3 semaines plus tard, lorsque Victoria annonça que le gala annuel de charité de Lucas Industries se tiendrait dans la propriété familiale. L'événement était conçu pour honorer la mémoire de Richard tout en positionnant Victoria comme la dirigeante naturelle de la famille et de l'entreprise. Elle avait invité 300 des personnalités les plus influentes de la ville, comptant bien profiter de la soirée pour consolider son statut social et professionnel. Elle n'avait aucune idée qu'elle tombait dans un piège préparé depuis 20 ans. Mon allié anonyme continuait de m'envoyer des renseignements sur les activités de Victoria. Son vrai nom était Samson Chen, l'ancien associé de Richard, qui avait été évincé de l'entreprise après avoir tenté de remettre en question certaines pratiques financières de la famille. Il avait passé des années à documenter discrètement leurs crimes, attendant le moment opportun pour les révéler. Richard est venu me voir 6 mois avant sa mort, m'a expliqué Samson lors de notre rencontre. Il savait que son cœur le lâchait et il était terrifié à l'idée de ce qui allait arriver. Nous avons passé des semaines à tout organiser, à ouvrir les comptes, à rassembler les preuves et à créer un réseau de personnes qui pourraient aider le moment venu. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt? Parce que Richard était catégorique. Vous deviez choisir cette voie vous-même. Il disait que vous ne seriez en sécurité que si vous étiez assez fort pour vous défendre, et cela signifiait que vous deviez trouver votre propre chemin vers la vérité. Si nous vous avions tout donné sur un plateau, vous n'auriez jamais développé la détermination nécessaire pour aller jusqu'au bout. C'est Samson qui s'était assuré que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Le vieil homme qui m'avait parlé de la valeur de la voiture. Le responsable de la casse qui avait trouvé l'enveloppe derrière le siège. Les images de vidéosurveillance du cambriolage chez Victoria. Richard avait tout orchestré pour me guider jusqu'à ce moment, mais seulement si j'avais le courage d'aller de l'avant. Alors que je me préparais pour le gala de charité, j'avais l'impression de canaliser à la fois l'esprit stratégique de Richard et la soif de justice longtemps refoulée de Miranda. Victoria pensait célébrer sa victoire sur une autre femme gênante qui avait osé défier l'autorité familiale. Au lieu de cela, elle était sur le point de découvrir qu'elle avait joué à un jeu dont les règles avaient changé à son insu. J'ai passé la matinée du gala dans une boutique huppée, utilisant les comptes secrets de Richard pour m'offrir la tenue parfaite.
La robe était élégante et affirmée, suffisamment chère pour souligner mon changement de situation, mais assez classique pour montrer que je ne cherchais pas à en faire trop. Les bijoux étaient discrets, mais d'une authenticité indéniable. L'ensemble donnait l'image d'une femme à sa place dans leur monde, mais qui n'avait pas besoin de leur approbation pour s'y épanouir. Lorsque je suis arrivée ce soir-là au domaine des Lucas, dans cette même maison où j'avais subi l'humiliation de la lecture du testament, les réactions furent à la hauteur de mes espérances. Les invités s'arrêtaient net à mon entrée. Les conversations à voix basse s'interrompaient brusquement. Ceux qui m'avaient ignoré durant mon mariage trouvèrent soudain des prétextes pour venir me saluer. Mais c'est l'expression de Victoria qui a donné tout son sens à la soirée. Lorsqu'elle m'a aperçue de l'autre côté de la salle de bal bondée, son visage a traversé une série d'émotions qui auraient pu prêter à rire si elles n'avaient pas été si satisfaisantes. Confusion, colère, calcul, et enfin, une rage froide qui m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. « Mirabelle », dit-elle en s'approchant enfin de moi, sa voix soigneusement maîtrisée. « Quelle surprise de te voir ici. Je ne savais pas que tu faisais encore partie de notre cercle d'amis. » Richard disait toujours que la famille était importante. Ai-je répondu avec douceur. Et puisqu'il m'a intégrée à cette famille, je trouvais important d'être présente pour sa cérémonie commémorative. Quelle délicate attention. Je me demande toutefois comment vous avez pu vous offrir une si jolie robe, compte tenu de votre situation actuelle. Victoria pêchait, essayant de comprendre comment j'étais passée de chômeuse et presque sans abri, à avoir de nouveau l'air d'appartenir à l'élite fortunée. Mais je n'étais pas encore prête à satisfaire sa curiosité. Vous seriez surpris des opportunités qui s'offrent à vous lorsque vous cessez de laisser les gens vous convaincre que vous êtes impuissant. La soirée se déroula exactement comme Victoria l'avait prévu pour la première heure. Elle prononça un discours émouvant sur l'héritage de Richard et l'engagement de la famille à honorer sa mémoire par la poursuite de ses actions philanthropiques. Elle annonça son intention d'accroître les dons caritatifs de Lucas Industries. Elle se positionna comme la dirigeante naturelle de l'entreprise et de la famille pour l'avenir. Mais alors que le programme officiel touchait à sa fin et que les invités recommençaient à se mêler aux autres, je me suis dirigée vers le micro laissé sur la petite scène. Le silence s'est peu à peu installé dans la salle, chacun réalisant que quelqu'un allait prendre la parole sans avoir été présenté. « Bonsoir », dis-je d'une voix claire qui portait dans toute la salle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mirabelle Lucas, la veuve de Richard. Je tenais à remercier la famille Lucas d'avoir organisé cette belle réception en l'honneur de mon mari. Victoria commença à s'avancer vers la scène, manifestement déterminée à m'interrompre, mais Samson et deux autres alliés lui barrèrent le passage. Prise au piège au milieu de la foule, elle fut contrainte d'assister, impuissante, à la prise de contrôle de son propre événement. Richard était un homme profondément attaché à la justice, ai-je poursuivi. Il pensait que chacun devait répondre de ses actes, que les familles devaient protéger les plus vulnérables au lieu de les exploiter, et que la véritable richesse résidait dans l'épanouissement d'autrui plutôt que dans sa destruction. Le silence était total dans la pièce, comme si quelque chose se tramait, au-delà d'un simple hommage commémoratif. Malheureusement, tous les membres de la famille de Richard ne partageaient pas ces valeurs. Ce soir, je souhaite honorer sa mémoire en partageant certaines vérités qu'il a découvertes avant sa mort, des vérités qu'il voulait voir révélées s'il lui arrivait malheur. J'ai fait un signe de tête à Samson, qui a commencé à distribuer des dossiers aux invités clés présents dans la salle. Journalistes, procureurs, chefs d'entreprise, influenceurs, tous ceux qui pouvaient amplifier ce qui allait être révélé. Ce que vous recevez, ce sont des documents attestant de crimes commis sur plusieurs décennies. Des systèmes de fraude fiscale qui ont coûté des millions à l'État. Des pots de vin versés à des fonctionnaires pour obtenir un traitement de faveur pour Lucas Industries. Des manipulations de marché visant à éliminer les entreprises concurrentes. Et, plus douloureux encore pour moi, la preuve que cette famille a systématiquement détruit l'entreprise familiale et il y a 20 ans pour empêcher Richard d'épouser la femme qu'il aimait. Le visage de Victoria avait pâli, mais elle s'efforçait de garder son sang-froid. « C'est tout à fait inapproprié », s'écria-t-elle. Mirabelle est manifestement en pleine crise. La sécurité devrait l'escorter à l'extérieur. Mais les gardes de sécurité étaient occupés à lire les documents que Samson leur avait remis, et ce qu'ils y virent les incita à rester exactement où ils étaient. La femme que Richard aimait avant moi s'appelait Miranda Hay, ai-je poursuivi. Elle est décédée il y a 2 ans, brisée et alcoolique, sans jamais s'être remise de ce que sa famille lui avait fait subir. Mais avant de mourir, elle tenait des registres. Son avocat aussi. Et maintenant,
vous allez tous comprendre exactement quel genre de personnes organisaient vos événements caritatifs et géraient vos partenariats commerciaux. J'ai sorti une tablette et l'ai connectée au système audiovisuel de la salle. Les grands écrans qui entouraient la salle de bal ont diffusé les images de vidéosurveillance montrant Victoria s'introduisant par effraction dans le bureau de l'avocat de Miranda, volant des documents et détruisant des preuves. Ces images datent d'il y a 3 semaines. Ai-je annoncé tandis que l'assistance assistait en direct aux actes criminels commis par Victoria. Le soir même, j'ai commencé à poser des questions sur ce qui était réellement arrivé à Mirandae. Victoria Lucas a préféré détruire les preuves plutôt que de laisser éclater la vérité. Le murmure dans la pièce s'intensifiait, mais je n'avais pas terminé. Mais le plus important, ce soir, c'est ce que Richard a laissé spécialement pour ce moment. J'ai sorti le vrai testament, celui qui comptait vraiment, celui que Victoria croyait avoir enterré. Voici le testament de Richard, rédigé 2 semaines avant sa mort, alors qu'il savait que sa famille complotait pour me dépouiller de mon héritage. J'ai commencé à lire les dispositions essentielles, ma voix portant clairement malgré le chaos grandissant dans la pièce. À ma chère épouse Mirabel, je lègue tout. Lucas Industries, le domaine familial, tous les biens immobiliers, tous les placements, tous les actifs de toute nature. Le testament lu à ma mort était un faux, signé sous la contrainte, et juridiquement invalide. Victoria a finalement réussi à se dégager de la foule et s'est précipitée vers la scène, mais il était trop tard. 300 personnes influentes avaient tout entendu, tout vu et tout documenté. L'histoire se propageait déjà sur les réseaux sociaux, relayée par les journalistes et transmise aux forces de l'ordre. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Victoria, perdant enfin tout son sang-froid. « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de détruire. Cette famille a bâti cette ville. Nous employons des milliers de personnes. Nous donnons des millions à des œuvres caritatives. Avec l'argent que vous avez volé, ai-je répondu calmement. Aux contribuables, à vos concurrents que vous avez éliminés illégalement, à des gens comme Miranda qui vous ont fait confiance et qui en ont payé le prix. Mais ça s'arrête ce soir. J'ai observé la foule du regard, et j'y ai vu du choc, de la fascination, et dans certains cas, de l'admiration pour ce que je venais de réussir. Les procureurs fédéraux recevront demain matin l'intégralité des éléments de preuve. Le procureur général de l'État a déjà ouvert une enquête. La SEC examine les documents relatifs à la fraude boursière. Et dès à présent, en tant que veuve et héritière légale de Richard, je prends le contrôle de tous les actifs de Lucas en attendant le règlement des affaires pénales. La salle s'embrasa, tandis que l'univers soigneusement construit de Victoria s'effondrait autour d'elle. Certains invités fuyaient, refusant d'être associés à ce qui allait manifestement devenir un énorme scandale. D'autres, fascinés par la destruction en direct de l'une des familles les plus puissantes de la ville, se pressaient autour d'elle. Les journalistes étaient déjà au téléphone, prêts à couvrir ce qui allait être l'affaire de l'année. Mais malgré tout ce bruit et cette confusion, je gardais les yeux fixés sur Victoria. La femme qui s'était moquée de mon héritage d'une voiture hors d'usage, qui avait systématiquement détruit mon travail et ma maison, qui avait supposé que je disparaîtrais discrètement comme Miranda, voyait enfin ce que cela signifiait de voir son monde s'écrouler sous les yeux de tous ceux qu'elle avait toujours cherché à impressionner. Il y a 20 ans, vous avez détruit une femme nommée Miranda et parce qu'elle avait osé aimer quelqu'un que vous pensiez vous appartenir. Lui ai-je dit, m'adressant directement à elle tandis que les agents de sécurité s'apprêtaient à l'escorter vers la sortie. Ce soir, Miranda obtient enfin justice. Et Richard obtient enfin sa vengeance. Tandis que Victoria était emmenée, hurlant des menaces et des dénégations qui ne convainquaient personne, je restais sur scène, avec le sentiment d'être enfin devenue la femme que Richard avait toujours cru que je pouvais être. Assez forte pour me défendre, assez courageuse pour réclamer justice, assez puissante pour faire basculer le cours des choses en ma faveur. La veuve éplorée qui avait quitté cette maison des semaines auparavant, n'emportant que les clés d'une voiture hors d'usage, avait disparu à jamais. À sa place se tenait une femme qui possédait désormais tout ce que la famille Lucas avait jamais possédé, et qui venait de s'assurer que leurs crimes seraient enfin punis après des décennies d'impunité. Le dernier cadeau de Richard n'était pas seulement de l'argent caché et des preuves documentées. C'était l'occasion de découvrir que j'étais capable de bien plus que ce que nous avions tous deux imaginé. Et cette découverte valait plus que toute la richesse que je venais de récupérer. La guerre était finie, et la justice avait enfin triomphé. 6 mois plus tard, je me trouvais dans la salle de réunion de Lucas Industries, contemplant la ville à travers les baies vitrées. Elle m'apparaissait désormais méconnaissable, bien loin de l'époque où je luttais pour survivre dans ce minuscule appartement. La vue d'en haut était tout ce que je n'avais jamais osé désirer,
Mais surtout, elle symbolisait la justice enfin rendue et les promesses enfin tenues. Le procès de Victoria avait été l'événement mondain de l'année, mais pas comme elle l'avait imaginé. Les procureurs fédéraux avaient monté un dossier en béton grâce aux preuves de Richard, et les crimes supplémentaires qu'elle avait commis pour tenter de dissimuler les premiers n'avaient fait qu'empirer les choses. Fraude fiscale, escroquerie, corruption, entrave à la justice, cambriolage. Les peines avaient été prononcées la semaine précédente, 15 ans de prison fédérale, dont 700 possibilités de libération conditionnelle. La mère de Richard avait plaidé coupable à des accusations moindres et avait écopé de 5 ans de prison, même si, à son âge, chacun savait qu'elle y mourrait probablement. Les cousins et associés de la famille qui avaient participé aux manœuvres frauduleuses ont été condamnés à des peines allant de 3 à 8 ans. L'empire de la famille Lucas, bâti sur des décennies de corruption et de cruauté, avait été entièrement démantelé par le système judiciaire qu'elle croyait contrôler. Mais les victoires juridiques ne représentaient qu'une partie de ce qui rendait cette transformation complète. La véritable satisfaction venait de ce que j'avais construit après leur destruction. Lucas Industries s'appelait désormais Lucas Industries, un changement de nom en hommage à Miranda et pour souligner l'évolution fondamentale des valeurs de l'entreprise. Au lieu d'écraser la concurrence et d'exploiter les employés, nous nous sommes concentrés sur des pratiques commerciales éthiques et l'investissement communautaire. Les programmes d'éducation financière qui avaient rapproché Richard et moi bénéficiaient désormais d'un financement nous permettant d'aider 10 fois plus de personnes qu'auparavant. Samson Chen était devenu mon associé et mon conseiller le plus proche, apportant des décennies d'expérience et un engagement envers le type de leadership intègre que Richard avait toujours souhaité pour son entreprise. Ensemble, nous avions transformé un empire corrompu en une organisation qui servait réellement la communauté au lieu de l'exploiter. Les rapports trimestriels sont exceptionnels, a déclaré Samson en entrant dans mon bureau avec un sourire qui lui était devenu familier ces derniers mois. La satisfaction des employés a augmenté de 40%, l'investissement communautaire atteint des niveaux records, et d'une manière ou d'une autre, nous sommes encore plus rentables que sous l'ancienne direction. Il s'avère qu'on gagne plus d'argent quand on ne dépense pas la moitié de son budget en pots de vin et en dissimulation, ai-je répondu, encore stupéfait par l'ampleur du gaspillage inhérent aux opérations criminelles de la famille Lucas. Il y a autre chose, poursuivit Samson, son expression se faisant plus grave. J'ai reçu un appel de Caroline Patterson ce matin. Elle voulait vous remercier encore une fois pour ce que vous avez fait, mais elle avait aussi des nouvelles concernant la fondation Mirandae. La fondation avait été ma première initiative majeure après avoir pris le contrôle de l'entreprise. Grâce à l'argent récupéré des activités illégales de la famille Lucas, j'avais mis en place un programme d'aide aux familles ruinées, offrant un soutien complet allant de l'assistance juridique aux prêts commerciaux en passant par le soutien scolaire. C'est ce que Miranda aurait dû avoir lorsque sa famille était détruite, et ce que j'aurais aimé savoir exister lorsque Victoria s'employait à détruire ma vie. La fondation a aidé 200 familles le trimestre dernier, a déclaré Samson. 200 familles qui n'auront plus à choisir entre se défendre et protéger leurs enfants. Caroline a ajouté que Miranda aurait été fière de ce que son histoire a permis d'accomplir. Evoca Miranda me touchate profundament. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais je me sentais liée à elle d'une manière qui dépassait notre expérience commune de la cruauté de la famille Lucas. Elle était morte avant d'avoir pu voir justice rendue, mais tout ce que j'avais construit depuis que j'avais pris en charge l'héritage de Richard visait à honorer sa mémoire et à éviter à d'autres familles de souffrir comme la sienne. Ma vie personnelle avait connu une transformation aussi radicale que ma vie professionnelle. Le petit appartement où j'avais été menacée d'expulsion était devenu une suite d'invités dans la propriété qui avait appartenu à la famille de Richard. J'avais envisagé de vendre, mais j'avais finalement décidé de le conserver, comme un rappel du chemin parcouru et comme un lieu pour organiser les événements caritatifs qui occupaient désormais une place centrale dans ma vie. Mes parents avaient déménagé en ville pour se rapprocher de moi, et mon père avait insisté pour participer au projet de construction de la fondation, malgré mes protestations. Il aurait dû profiter de sa retraite. Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle oublie d'où elle vient, avait-il dit, et sa présence dans ma nouvelle vie m'a permis de garder les pieds sur terre, d'une manière que toute la richesse du monde n'aurait pu m'apporter. La solitude qui m'avait presque anéanti dans les mois qui avaient suivi la mort de Richard avait fait place à un sentiment d'utilité qui donnait un sens à chaque jour. Je me réveillais enthousiaste à l'idée des problèmes que je pouvais résoudre, des personnes que je pouvais aider, des façons dont je pouvais utiliser les ressources que Richard avait cachées pour créer le monde auquel il avait toujours cru possible. Il y a encore une chose, dit Samson en sortant une enveloppe de sa mallette. Elle est arrivée par la poste hier, adressée à vous personnellement. L'adresse de l'expéditeur m'a coupé le souffle.
Elle provenait de la prison fédérale où Victoria purgeait sa peine. À l'intérieur, une simple feuille de papier à l'écriture que je reconnaissais, bien que tremblante et incertaine, contrairement à l'écriture assurée de Victoria. Mirabelle, commençait la lettre, je sais que tu n'as aucune raison de lire ceci, et encore moins d'y répondre, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que Richard voyait en toi. Ce que j'ai consacré tant d'énergie à détruire était précisément ce dont cette famille avait besoin. Tu étais plus forte que je ne le croyais, et j'étais plus faible que je ne voulais l'admettre. Je n'attends pas ton pardon, et je ne le mérite pas. Mais j'espère que tu te souviendras que Richard t'aimait suffisamment pour avoir prévu ce moment, et peut-être que cela a encore une signification, malgré tout ce qui s'est passé. Victoria. J'ai lu la lettre 2 fois, essayant de comprendre ce dernier message de la femme qui avait tant essayé de me briser. Il n'y avait ni excuse, ni aveu de culpabilité, ni reconnaissance de la douleur qu'elle m'avait infligée. Mais il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect, et venant de Victoria, c'était plus que ce que j'avais jamais espéré recevoir. « Tu vas répondre » demanda Samson. « Non » dis-je en rangeant la lettre dans le tiroir de mon bureau. Elle a eu la possibilité de faire un autre choix du vivant de Richard, du vivant de Miranda, et même pendant que je luttais pour survivre à ce qu'elle m'a fait. Il ne s'agit pas de pardon, ni de réconciliation. Il s'agit qu'elle comprenne enfin que les actes ont des conséquences, même pour ceux qui se croient intouchables. Ce soir-là, j'assistais à l'inauguration du jardin commémoratif Miranda, un espace que j'avais aménagé sur le domaine pour honorer la femme dont l'histoire avait rendu ma propre transformation possible. Caroline était présente, ainsi que des dizaines de familles aidées par la Fondation. Mes parents étaient là, fiers et encore un peu émerveillés par le changement radical survenu dans la vie de leur fille. Samson était là avec sa famille, reconnaissant de faire partie d'une organisation qui partageait ses valeurs. Tandis que je m'adressais à la foule rassemblée pour évoquer l'héritage de Miranda et l'importance de lutter contre l'injustice, je repensais au chemin parcouru jusqu'à cet instant. La veuve éplorée qui avait quitté le cabinet d'un avocat avec pour seul bien les clés d'une voiture en panne avait disparu, remplacée par une femme qui avait appris qu'elle était capable de se battre pour elle-même et pour les autres d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le dernier cadeau de Richard n'avait pas seulement été l'argent et les preuves qu'il avait dissimulées. Il avait été l'occasion de découvrir qui j'étais vraiment, une fois tout perdu, quand il ne me restait plus que ma détermination et le choix entre abandonner et me battre. Il avait cru que j'étais assez forte pour assumer l'héritage qu'il ne pouvait me donner ouvertement, et en lui donnant raison, j'étais devenue quelqu'un qu'il n'aurait peut-être même pas reconnu. Mais la transformation la plus importante ne résidait ni dans mon compte en banque, ni dans mon statut social, ni dans ma réussite professionnelle. Elle résidait dans la certitude inébranlable que je ne permettrais plus jamais à personne de me faire sentir insignifiante, impuissante ou indigne de respect. La femme intimidée par la cruauté de Victoria avait disparu à jamais, remplacée par une femme qui comprenait que la véritable force ne venait pas de l'évitement du conflit, mais de la capacité à défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, je me suis retrouvée seule dans le jardin qui portait le nom de Miranda, songeant aux liens étranges qui nous avaient unis par-delà le temps et la tragédie. Elle était morte sans que justice soit rendue, mais son histoire m'avait donné le courage de me battre pour nous deux. Richard était mort en croyant que je pouvais devenir la femme que j'avais toujours été capable d'être, et sa foi m'avait soutenue dans les moments les plus sombres de ce parcours. À présent, dans ce lieu dédié à la guérison et à l'espoir, entouré des preuves de ce que l'amour et la détermination peuvent accomplir même face à l'adversité, j'ai ressenti une paix qui n'avait rien à voir avec la richesse, la vengeance ou le statut social. J'avais honoré les promesses les plus importantes. J'avais protégé l'héritage que Richard a tenté de préserver au péril de sa vie. J'avais veillé à ce que des familles comme celle de Miranda reçoivent du soutien lorsqu'elles en auraient le plus besoin. Et j'avais prouvé que parfois, quand l'univers semble déterminé à vous briser, la meilleure réponse est de refuser de rester brisé. Mon téléphone a vibré, c'était un message de Caroline, Miranda aurait adoré te voir ce soir. Merci d'avoir fait en sorte que son histoire ait une fin heureuse, même si elle n'a pas pu être là pour la voir. J'ai répondu par écrit, son histoire m'a donné le courage d'écrire la mienne. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais lui rendre. En retournant vers la maison qui, désormais, ressemblait davantage à un foyer qu'à un musée de la richesse d'autrui, je repensais à l'avenir que je construisais. La fondation continuerait de se développer, aidant davantage de familles à éviter le désastre qui avait failli nous anéantir, Miranda et moi. L'entreprise continuerait de prospérer grâce à une direction éthique qui privilégierait la communauté au profit. Le jardin deviendrait un lieu où chacun pourrait trouver paix et inspiration au cœur de ses propres difficultés. Mais surtout,
Je continuerai d'être la femme que Richard avait cru que je pouvais devenir. Assez forte pour lutter pour la justice, assez généreuse pour aider les autres et assez sage pour user de mon pouvoir avec responsabilité. La voiture en panne qui m'avait paru l'insulte suprême s'était révélée être la clé de tout. Les rires de Victoria, face à ma prétendue humiliation, étaient devenus la bande-son de sa propre destruction. Et le pauvre air, qui n'était pas censé appartenir à leur monde, avait fini par tout posséder. Avant de vous dévoiler le dénouement, je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours. Votre soutien est précieux, et j'espère que l'histoire de Mirabel vous aura rappelé que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que d'autres ne le croient et digne de vous battre pour votre propre bonheur. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour me le faire savoir. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé de laisser les autres définir leurs valeurs. Partagez cette histoire si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la justice est possible, même quand elle semble impossible. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû tenir tête à des personnes qui essayaient de vous rabaisser ? Avez-vous déjà découvert une force insoupçonnée en vous ? Vos histoires comptent, et j'adore entendre parler de ces moments où des gens ordinaires choisissent d'accomplir des choses extraordinaires. La vérité, c'est que nous avons tous des épreuves dans nos vies. Des cadeaux qui semblent sans valeur, des opportunités qui ressemblent à des insultes, des moments qui sonnent comme des fins mais qui sont en réalité des commencements. La question est de savoir si nous avons le courage de tourner la clé, la sagesse de chercher le trésor caché et la force de revendiquer ce qui nous revient de droit. L'histoire de Mirabel prouve que parfois, le dernier mot revient à celui que tout le monde a sous-estimé. Parfois, le démuni se révèle être un philanthrope. Parfois, la voiture en panne recèle les clés du royaume. Et parfois, quand les personnes cruelles pensent avoir gagné, l'univers ne fait que commencer à leur apprendre ce à quoi ressemble réellement la justice. Merci d'avoir fait partie de cette aventure. Merci de croire au pouvoir de défendre ce qui est juste. Et merci de vous souvenir que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur si l'on est prêt à se battre. En attendant, continuez à tourner ces clés. On ne sait jamais quel trésor on peut trouver.